Dernier débat de la primaire, hier, aujourd'hui, demain se consacre au pouvoir, à l'élection et l'on commence tout de suite par la malédiction qui frappe les présidents de la République avec Marie-Ève Malouine. On s'intéressera également à la police en démocratie avec Sébastien Rocher et puis l'histoire de France à laquelle semblent tellement attachés les candidats à la présidentielle. Patrick Boucheron vient de publier une monumentale histoire mondiale de la France. Alors quoi de différent? On va le voir. Et puis un débat sur l'Europe et le pouvoir de l'Europe et le pouvoir qu'elle peut exercer sur le prochain président de la République. On en débattra avec Hubert Védrine, avec Michel Aglietta et Coralie Delhomme. Et puis il n'y a pas que la politique, il y a également le pouvoir du sexe et où se cachait le sexe avant de s'étaler partout, au cinéma, à la télévision, dans les kiosques à journaux. Eh bien il se cachait dans la peinture. Philippe Grimbert va nous donner quelques astuces pour le repérer immédiatement dans un tableau où se cache le sexe. On terminera par les extraterrestres. Ça fait 70 ans qu'on entretient maintenant des rapports avec les extraterrestres. Souvent, là, il est plutôt question de pouvoir, de fascination. Voilà, hier, aujourd'hui, demain commence dans un instant. Bonsoir Marie-Ève Malouine, vous êtes la première invitée d'hier, aujourd'hui, demain. Vous êtes journaliste politique, vous êtes la présidente de la chaîne parlementaire et surtout vous êtes l'auteur de Seul en son palais sur ce que j'appelle moi la malédiction des présidents de la République, puisque le même phénomène, dites-vous, a frappé Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui étaient pourtant très très différents au départ. Les deux se sont retrouvés de la même manière, isolés, enfermés à l'Élysée, coupés à la fois d'une partie de leurs supporters, mais aussi du reste de la population française, qui les avait pourtant élus quelques années auparavant. Alors qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Vous avez l'air de dire que ça se reproduit à chaque fois. Et pour commencer, quelque chose assez frappant, les deux ont changé de femme au cours de leur mandat, par exemple. Là, oui. Ça fait partie des choses que vous avez remarquées. Oui, parce que c'est une même génération, et puis ce sont des compagnes ou des femmes qui souffrent énormément de cette solitude, de cette absence de statut pour la compagne du président de la République, qui est sous les projecteurs, mais en même temps qui n'est pas légitime, puisque ce n'est pas elle qui a été élue, et ça renforce encore cette solitude. Alors, pas de famille, c'est-à-dire pas d'enfants. Hier encore, les présidents avaient des enfants en France. Le président des États-Unis s'affiche avec ses enfants. Valéry Giscard d'Estaing n'hésitait pas à montrer ses enfants quand il était président. Jacques Chirac a travaillé avec sa fille, Claude, à l'Élysée. Nicolas Sarkozy est arrivé avec toute la famille recomposée. À l'Élysée, plein d'enfants. De sa femme, Cécilia. Voilà, qui sont arrivés à ce moment-là. Les enfants de François Hollande, en revanche, ont complètement disparu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est l'affaire de l'EHPAD? Il y a eu l'affaire de l'EHPAD pour Nicolas Sarkozy aussi. Qui voulait nommer son fils Jean. Parce que c'était son fils. De son point de vue, ça a été impossible. Du point de vue de la presse et de ceux qui ont critiqué cette décision, ça donnait un sentiment de pouvoir monarchique. Et donc, ça n'est pas passé, son fils. Puis même, on voit même le fils de Carla Bruni n'est pas du tout apparu. Elle était seule à l'Élysée, et même l'enfant qu'elle a eu avec Nicolas Sarkozy, on ne l'a pas vu. Il y a une discrétion maintenant sur la famille. Les enfants de François Hollande ont complètement disparu. Ça veut dire que le prochain président, demain, plus d'enfants à l'Élysée. Ce sera difficile, ou alors il faudra trouver un biais, une autre posture de président de la République pour exposer les enfants. Mais je crois que maintenant, les Français n'aiment pas qu'on expose les enfants. Ce que vous remarquez également, Marie-Ève Malouine, c'est qu'on ne peut plus faire de sport quand on est président de la République. Hier encore, Nicolas Sarkozy faisait du jogging, mais il a suffi qu'il monte les marches de l'Élysée, terminé. Voilà, ça ne correspondait pas au lieu. Après, il a pu se permettre de faire un petit peu de vélo, parce que ça donne une image, un masque de souffrance aussi. Et c'est pendant les vacances qui correspond à des vacances où on ne prend pas du plaisir, mais où on souffre sur son vélo. Mais sinon, le sport, c'est une détente, c'est un loisir, et ça leur est interdit parce qu'ils doivent consacrer tout leur temps à la gestion du pays. Ils ne peuvent pas s'amuser. Hier encore, un président de la République française pouvait prendre des vacances, y compris à l'étranger. On se souvient de François Mitterrand au bord du Nil, on se souvient de Jacques Chirac à l'île Maurice. Ça aussi, terminé. Maintenant, ils ne partent plus en vacances, on leur reproche.
Nicolas Sarkozy partait juste un petit peu, mais faire du vélo. Dans la maison du Cap d'Agde, on le voyait peu. François Hollande est parti la première année et ça a mal tourné pour lui, puisque les photos de lui sur la plage, ça a été mal considéré comme une opération de com. Ça ne paraît pas authentique, les vacances du président de la République. Et puis, il y a un reproche aussi qui est de dire il ne peut pas prendre des vacances pendant que nous, on souffre, donc il s'amuse, il n'est pas conscient de Ils ce peuvent qui se aller passe dans le encore au pays. fort de Brégançon, qui est, paraît-il, pas très amusant. Et qui est austère, donc réputé austère, et pas à l'abri des paparazzis. Donc les vacances, il y en a, puisque François Hollande en a pris, mais il faut qu'elles soient cachées, qu'on n'ait pas d'image, ce qui est contraire à la plupart des autres pays où ils ont le droit de prendre des vacances, et c'est tout à fait admis. Au fond, ils n'ont pratiquement plus le droit de sortir de l'Élysée, à part pour aller visiter des usines, faire des discours. On se souvient que François Mitterrand n'hésitait pas à marcher dans Paris. Aujourd'hui, c'est plus possible. D'après ce que vous dites, c'est interdit. C'est interdit déjà pour des questions de sécurité. De plus en plus, l'Élysée s'est retranché, la rue n'est plus accessible, le trottoir, avant, on pouvait y passer à pied, maintenant, c'est plus possible pour des questions de sécurité face au terrorisme. Et il y a aussi des questions d'image, où un président de la République ne peut pas se permettre de donner le sentiment de flâner comme le faisait François Mitterrand. Et aussi le fait qu'aujourd'hui, tous les Français ont un appareil photo ou une caméra dans leur téléphone portable et qu'on imagine ce que ça aurait donné du temps où François Mitterrand se baladait devant les bouquinistes. Tout le monde l'aurait pris en photo et la photo la plus ridicule aurait été achetée pour être diffusée. Au fond, le président de la République française, aujourd'hui, ne peut plus afficher quoi que ce soit. Il ne peut pas afficher son bonheur, comme le fait un président américain. Un président américain a le droit d'aimer sa femme, d'être heureux, de la prendre dans ses bras. Un président de la République française, c'est fini, ça. On se souvient que Georges Pompidou prenait sa femme dans les bras. Maintenant, terminé. Oui, c'est à l'image et ça correspond à la crise politique qu'on subit. On voit dans cette campagne aussi, on a beaucoup de candidats qui sont dans le rejet du système. Et donc, le président de la République fait partie d'un système qui est en même temps valorisé par les Français. C'est le président de la République, il en faut un, mais en même temps, il est rejeté. Donc, on a le sentiment que les politiques ne sont pas légitimes, qu'ils ne comprennent pas les gens, et donc ils aspirent à ce pouvoir, non pas pour l'exercer, mais par pure envie d'assouvir leur ambition. Donc, quand ils atteignent le pouvoir, quand ils accèdent à ce poste, il ne faut absolument pas qu'ils donnent le sentiment d'y prendre plaisir. Ça donne inévitablement le sentiment qu'il perd du temps par rapport à sa mission. Et alors quelqu'un qui part en vacances, encore plus. Interdiction d'avoir du bonheur, mais interdiction aussi d'avoir du malheur, d'exprimer sa tristesse, comme n'a pas hésité à le faire, par exemple, Barack Obama. Oui, ça n'est plus imaginable non plus, ça. Comme Barack Obama est le père de famille, sur son compte Twitter, il dit qu'il est père et président des États-Unis. En France, on est président. Et donc l'affect est interdit parce que ce serait une marque de fragilité, de faiblesse, et donc on ne peut pas l'exprimer. Et donc même par rapport à la mort, face à la mort, comme là dans la cour des Invalides, où ils sont allés, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande, s'incliner devant des cercueils et de militaires et de victimes civiles du terrorisme, ils ne peuvent pas à ce moment-là exprimer la moindre émotion parce que ce serait une faiblesse, et il doit rester solide et fort à ce moment-là, et ce sont les seuls moments où François Hollande a acquis un respect, une certaine popularité. Au fond, ça, on les voit bien, ils sont dans l'image qu'on s'est donnée du président de la République à partir du général de Gaulle. Le général de Gaulle incarnait déjà le chef de guerre, l'homme qui a envoyé des hommes à la mort, qui l'assume et qui se dresse droit, respectueux devant leur cercueil. Vous dites que la différence, c'est qu'aujourd'hui, nos présidents n'ont pas fait la guerre. C'est une nouvelle génération. Valéry Giscard d'Estaing avait fait la Seconde Guerre mondiale, Jacques Chirac avait fait la guerre d'Algérie. Là, c'est terminé. Le prochain président non plus n'aura pas fait la guerre. Et c'est quelque chose qu'ils essayent d'appréhender avant, mais ils n'ont pas cette expérience de la mort militaire que raconte très bien Valéry Giscard d'Estaing, qui lui avait fait la guerre, était dans un char qui a été visé par les Allemands et où les autres autour de lui sont morts. Et lui est sorti à marcher sous la mitraille et a découvert qu'il n'avait pas peur de la mort, ce qu'il craignait. Et il se rend compte que la mort militaire fait partie des possibles pour les militaires. Nicolas Sarkozy, c'est le seul moment de sa vie où il est resté totalement silencieux, d'après ses proches, incapable de leur communiquer ce qu'il ressentait,
mais il a exprimé le fait que ces soldats étaient morts sous sa responsabilité. Est-ce qu'on a le temps aujourd'hui de se préparer à ce rôle, ce chef militaire qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de famille? Après tout, on devient président de la République et puis quelques jours après, on entre à l'Élysée. Aux États-Unis, on sait que c'est différent. Ils ont 2 mois pour se préparer. Ils en avaient bien plus d'ailleurs. Jusqu'à Franklin Roosevelt, ils avaient 6 mois pour se préparer. Alors, est-ce que ce serait une des raisons de la malédiction aujourd'hui des présidents de la République française? Trop peu de temps pour se préparer? Je pense que dans une certaine mesure, oui, parce qu'à peine ils sont arrivés à l'Élysée, ils doivent nommer une équipe, un cabinet, un gouvernement, un Premier ministre, un gouvernement, et tout de suite, ils sont aux affaires, et tout de suite, on leur demande des comptes, et tout de suite, des événements arrivent auxquels ils doivent réagir, et ce serait pas mal qu'ils aient un petit peu de temps pour préparer et se transmettre les dossiers autrement que lors d'une passation de pouvoir qui dure quelques minutes. Vous dites également, Marianne Malouine, qu'au fond, le président n'a plus de circonscription, qu'il n'a plus de boussole. Il n'y a plus d'endroit où il peut se rendre le week-end pour prendre le pouls de la population. Donc, il est complètement coupé du pays. Oui, ça c'est pour les élus, et François Hollande le dit, arriver à l'Élysée, c'est rentrer dans la solitude. Et pour un élu, c'est une vraie difficulté parce que la circonscription, c'est l'endroit où ils vont, ils connaissent tout le monde. Ils savent que quand la marchande de volailles fait la tête, c'est très grave parce qu'elle, généralement, elle est optimiste. Ils ont des repères, des signaux comme ça qui leur permettent d'appréhender le pays par intuition politique, plus que par les sondages et les notes qu'on peut leur remettre. Arrivé à l'Élysée, l'entourage change, a une autre vision du président, c'est celui qui a gagné, c'est celui qui nomme et qui licencie. Donc, on ne veut pas être licencié, donc le rapport est différent, on ne lui parle plus de la même façon. Ça, c'est les conseillers, les fameux conseillers qui sont censés pour vous renseigner sur l'opinion. On les a vus, les conseillers de François Hollande, on les avait vus en photo dans le l'Obs, qui avait publié une photo, qui a beaucoup fait jaser d'ailleurs. Alors, ils servent à quoi les conseillers s'ils ne sont pas là pour renseigner le président sur... Les conseillers eux-mêmes, là on le voit, c'était caricatural sur cette photo, ils sont dans les ordres de la République avec leurs costumes. Ces conseillers-là, c'est des conseillers techniques. Il y a aussi des conseillers politiques, des capteurs, mais on a du mal à avoir même ces capteurs qui parlent franchement au président de la République et lui-même perd totalement ce contact presque physique avec le pays en n'ayant plus de circonscription d'élection. Et c'est la difficulté qu'ont connue aussi bien François Hollande que Nicolas Sarkozy, c'est cette difficulté à exprimer directement ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ressentaient auprès des Français, parce qu'il y avait aussi le filtre des médias qui interprètent leurs pensées. Alors cela dit, ce n'est pas la seule raison pour laquelle aussi bien Nicolas Sarkozy que François Hollande ont fini impopulaires. C'est aussi parce qu'on leur a reproché de ne pas avoir fait ce qu'ils disaient qu'ils feraient, ou de ne pas avoir réussi ce pourquoi on les avait élus. Là, on a atteint les limites de notre système. C'est pour ça aussi, je pense qu'il y a autant de candidats qui revendiquent le rejet du système, qu'ils veulent un peu détruire, contourner, exploser. C'est que notre système d'élection, à mon avis, ne fonctionne pas, y compris avec la procédure des primaires, où on demande aux candidats à la présidence de la République une sorte de shopping list de toutes les mesures qu'ils peuvent prendre, comme un catalogue à la Prévert qu'on coche au fur et à mesure, mais qui ne traduit pas leur capacité à réagir face à des crises, que ce soit financières, terroristes qui n'ont pas été prévues, leur capacité à garder leur sang-froid, leur méthode de gouvernement, puisque ça a été important aussi bien pour Nicolas Sarkozy, qu'on disait seul, gouvernant par le rapport de force et par la peur, que François Hollande ne prenant pas de décision, laissant les problèmes se diluer. Tout ça n'a pas été révélé pendant la campagne électorale. Et c'est de ça qu'on a besoin pour bien choisir un président. Et comment faudrait-il changer pour que demain, le prochain président de la République puisse retrouver un semblant d'humanité? Est-ce qu'il faut le laisser avoir une famille, des plaisirs, des vacances, des sorties? Je pense qu'il faudrait moins dramatiser la fonction. Donc lui permettre, oui, d'avoir sa vie de famille et le laisser tranquille, et puis qu'il expose quand c'est nécessaire. Organiser une forme de respect de la vie privée tout en ayant les éléments suffisants, et puis moins dramatiser la fonction, moins dramatiser la petite phrase, et peut-être s'intéresser un peu plus à la méthode et prendre le temps d'expliquer ce qui est fait avant de lancer des polémiques
ou de réagir à des polémiques. Hier, aujourd'hui, demain continue une émission consacrée ce soir plus spécialement au pouvoir et liée forcément à la prochaine élection présidentielle. On va s'intéresser au rôle de la police en démocratie. Mais avant de nous quitter tous les deux, je propose de voir un extrait de Élysée, le film de Laurent Grasso, un film qu'on ne peut voir qu'à la galerie Perrotin à Paris, mais un film très intéressant puisqu'il porte sur le bureau du président de la République, ce bureau tellement convoité aujourd'hui, et notamment ce bureau, alors le bureau qui date de la Régence, hein, c'est le meuble le plus cher de l'Élysée, qu'on va voir là en détail, filmé par Laurent Grasso. Un mot sur ces ors de la République, puisque vous me prononciez le mot tout à l'heure, et là on les voit en gros plan. Hein. Oui, je pense que ce film traduit bien la distinction et la contradiction française qui est d'avoir ce bureau, ces ors de la République, et en même temps, c'est pas très fonctionnel. Et c'est toute la contradiction aussi de notre pays qui est attaché à ces dorures et qui voudrait toujours être leader de l'innovation. Et on a du mal à conjuguer les deux. On regarde. Quel est le rôle de la police dans une démocratie comme la nôtre? Est-ce que c'est seulement de maintenir l'ordre et d'arrêter les délinquants? C'est la question toute neuve que vous vous posez, Sébastien Rocher, dans votre livre De la police en démocratie, qui vient de sortir. Vous êtes politologue, vous enseignez à l'école des commissaires de police, vous êtes également directeur de recherche au CNRS, spécialisé dans la police et dans la délinquance. Et la question que vous posez, c'est une question que n'abordent pas du tout les candidats à cette élection présidentielle. Vous dites en gros, pour une raison simple, c'est que pour les politiques français, on a la meilleure police du monde. Elle est exemplaire, donc il n'y a pas à se poser de questions sur son rôle. Non, la police française se présente elle-même comme étant excellente, très bonne. Les responsables politiques passent leur temps régulièrement à lui tresser des lauriers et à expliquer aux citoyens que s'ils ne la trouvent pas bonne, c'est qu'ils se sont trompés. Donc la seule question qu'il y a, c'est combien de moyens on lui donne, plus de personnel, plus de primes pour motiver les agents, et puis éventuellement plus d'équipements. Mais le business model, ce pourquoi on fait la police, comment on l'a fait, c'est une question qui est complètement laissée de côté. Or, vous dites qu'aujourd'hui, on enquête sur la qualité de la police. On a enquêté dans tous les pays d'Europe sur la qualité de la police, une notion totalement inconnue en France. Et de quoi s'aperçoit-on? Que la France, la population française, est une des populations européennes qui a le moins confiance en sa police. Et oui, on a commencé il y a un petit moment maintenant, dans les années 2008, à travailler pour la Commission européenne, à aider à mettre au point des indicateurs de qualité de la police, donc une notion complètement nouvelle à l'époque en Europe et encore toujours nouvelle aujourd'hui en France. Et cette notion de qualité, on la mesure par rapport à ce que pense celui qui consomme le service, celui qui est au bout de la chaîne. L'usager. L'usager, le téléspectateur, l'usager de l'hôtel, l'usager des services de sécurité à l'aéroport. Donc on a l'habitude, on sait faire ça, mais on ne l'avait jamais fait pour la police. Et là, c'est le choc. Les enquêtes, différents protocoles européens placent systématiquement la police en bas, dans le tiers inférieur des pays de l'Union européenne, entre Chypre, la Grèce et la Slovaquie. Le premier, c'est au Danemark. Les Danois ont confiance dans leur police, ils soutiennent leur police. Les Français, c'est dans le tiers, on est en dessous des Anglais, des Allemands. Alors, comment on l'explique? Parce qu'on peut l'expliquer d'une façon simple. Au nord, on respecte plus la police que dans les pays du Sud. Oui, mais on la respecte plus
précisément parce qu'on lui fait confiance. Et c'est ça que le ministère de l'Intérieur a du mal à comprendre, c'est que le respect des policiers est construit sur la confiance. Et que la confiance, ça se gagne, ça se décrète pas. C'est pas en arrivant et en disant « ayez confiance en moi parce que j'ai un uniforme » qu'on va gagner cette confiance. Et ce que font les Danois, c'est qu'ils enseignent à leurs policiers, dès le début du curriculum et pendant 2 ans, que l'alpha et l'oméga de la police, son but ultime, c'est de gagner la confiance. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'enseignement en France, y compris pour les cadres de la police. Alors, on se dit forcément les attentes qu'on peut avoir dans la population française vis-à-vis de la police ne sont pas du tout les mêmes si on habite à Neuilly et qu'on est retraité et si on a 18 ans et qu'on habite à Vénissieux, par exemple. Mais vous dites que dans ces enquêtes qu'on a pu faire, en France comme dans tous les autres pays européens, si on prend la population blanche, âgée, intégrée économiquement, eux aussi ont moins confiance en la police que toutes les catégories similaires des autres pays européens. Oui, c'est ça qui est assez extraordinaire. Si vous prenez les Français nés en France de parents français et les Allemands nés en Allemagne de parents allemands et que vous les comparez, eh bien, les Français se disent 2 fois moins souvent satisfaits de la police que les Allemands. Donc c'est un problème pour les minorités ethniques, ça on le sait déjà à cause des tensions, des émeutes, des attaques dont les policiers souffrent, mais c'est également vrai pour la majorité de la population qui est d'origine française. Alors, c'est quoi le problème exactement? Parce qu'on se dirait, après tout, la police, c'est souvent le réflexe qu'on a, elle est là pour faire respecter la loi, pour arrêter les gens quand ils ne l'ont pas respectée. En quoi la qualité de la police est-elle si fondamentale à vos yeux à notre époque? Bien, quelle est la dernière fois que vous avez vu un policier qui vous a demandé « est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que ça s'est bien passé ?» Est-ce qu'une fois dans votre vie, on vous a demandé si vous étiez content? Donc cet aspect-là n'existe pas. Si on supprime la recherche de la satisfaction du client, de l'usager, du consommateur du service, il y a très peu de chances pour qu'il se produise. Et c'est ce qui se passe en France. C'est un maillon qui est complètement absent. Donc on se dit, oui, on a les pouvoirs, et la police française est assez légaliste, elle va respecter très souvent, l'immense majorité du temps, le cadre légal, mais elle ne va pas s'interroger sur la manière de le faire. Or, c'est ça que font mieux les Anglais, c'est ça que font mieux les Allemands. Ils sont plus réflexifs, ils se disent, est-ce que je vais le faire ou est-ce que je ne vais pas le faire? Pas uniquement parce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit, mais parce que c'est la bonne chose à faire au moment clé. Et en matière de communication, ils sont mieux formés. Ils sont préparés à faire obéir les gens en communiquant avec eux et pas en cherchant à s'imposer face à eux. Ils n'entrent pas dans une interaction, ils n'entrent pas dans un rapport de force avec les citoyens. Vous dites que toutes les polices européennes, au fond, sont confrontées au même problème aujourd'hui, c'est qu'il y a les inégalités. Ça joue dans notre rapport avec la police, parce qu'on veut que la police traite tout le monde de la même manière, justement parce qu'on a tendance à souffrir des inégalités. Il y a aussi l'hétérogénéité des populations. Il y a également les émeutes, vous y faisiez allusion, et puis il y a la lutte contre les attentats. Tout ça fait que la légitimité de la police, la satisfaction, le soutien qu'on peut lui porter, tout ça, c'est plus important aujourd'hui que jamais. Et oui, c'est certain. Quand vous avez une société qui est traversée par des clivages socio-économiques d'abord, parce qu'il y a des zones très riches, des zones très pauvres. Quand vous habitez dans des zones pauvres, vous vous dites, on m'a laissé tomber, l'État m'a laissé tomber. Et quand l'État vous a laissé tomber, vous n'aimez pas celui qui représente la force, le bras armé de l'État. Donc cet aspect-là est très important. Et puis il y a d'autres clivages, des clivages ethniques, des clivages religieux qui n'existaient pas il y a une trentaine d'années et avec laquelle la police doit savoir faire. Or, elle ne sait pas. On n'apprend pas à le faire, on ne réfléchit pas sur la bonne manière de le faire. Or, dans les zones pauvres autour des grandes villes, il y a 50%, 60% des jeunes qui sont d'origine étrangère et une grande partie d'entre eux, 25-40%, vont être d'une autre confession que catholique, bien souvent musulmans. Et tout ça, c'est une réalité nouvelle qui est difficile pour les policiers. Faire la police des blancs, des noirs, des musulmans, des catholiques, des athées, des riches et des pauvres à la fois, ça demande beaucoup plus de savoir-faire que c'était le cas il y a une quarantaine d'années. Et pourquoi c'est fondamental aujourd'hui? Parce que la cohésion sociale en dépend? Oui, c'est la cohésion. La fonction de la police, c'est la cohésion. On le voit très bien. C'est la cohésion, c'est pas le maintien de l'ordre. C'est pas le maintien de l'ordre. L'ordre est un moyen. La finalité, c'est la cohésion. C'est dit dans la Constitution. La police sert l'ordre constitutionnel et c'est liberté, égalité, fraternité. Donc elle sert ces principes-là. Donc elle doit faire en sorte que la population tienne ensemble. On le voit avec les attentats. C'est pas malheureusement les quelques centaines de morts qu'il y a eu qui font s'écrouler un pays comme la France. C'est le fait que les gens ne croient plus être ensemble. Et ce qui les fait croire qu'ils vont être ensemble, c'est qu'ils sont traités de manière égale par les pouvoirs publics.
par le côté social, bien sûr, par le système de santé, mais aussi par le système qui incarne la loi et les règles, c'est-à-dire la police. On l'a vu d'ailleurs, ce soutien à l'égard de la police, on l'a vu au moment des attentats. Dans les heures qui suivent, les jours qui suivent, il y a un véritable... il y a quelque chose qui se passe vis-à-vis de la police, mais c'est le seul moment, quasiment. Oui, mais c'est un moment évidemment significatif. Lorsque la population pense comme un bloc que la police fait ce qu'on attend d'elle, ce qu'on souhaite qu'elle fasse, eh bien l'adhésion est immédiate. Et si au quotidien on faisait la même chose, eh bien on aurait exactement le même résultat. Si on s'interroge sur ce qui est attendu et on fait ce qui est attendu, eh bien la relation police-population va en France s'aligner sur celle des grands pays d'Europe du Nord. Alors que pour le moment, on ne regarde que les indicateurs de performance quand on veut juger de la police, et c'est ce que font les politiques en particulier. Alors que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire demain, d'après vous, Sébastien Rocher, pour que la police se démocratise, c'est le mot que vous employez dans votre livre, comme les autres polices européennes? Comme les polices du Nord, comme les benchmarks, hein, pas comme toutes les polices, mais effectivement, d'abord, cette question de la qualité, elle est essentielle, il faut la placer au centre. Pour ça, il faut créer une direction de la stratégie et de la qualité. En France, le ministère de l'Intérieur n'a pas de stratégie pour la police. Il réagit au coup par coup, avec plus ou moins de succès, notamment par exemple aux attentats, mais il réagit à des chocs extérieurs. Il n'a pas sa propre stratégie à moyen terme, ça c'est essentiel, il faut la construire. Et dans cette stratégie, il faut une direction de la qualité. Vous avez un directeur de la qualité dans les grandes entreprises, il en faut un pour les grandes administrations, y compris la police. Et ça, c'est le socle à partir duquel on va pouvoir décliner les choses dans la formation et ensuite, évidemment, dans la pratique. Sébastien Rocher, on va continuer cette émission consacrée au pouvoir avec Patrick Boucheron. On va voir le pouvoir de l'histoire et notamment de l'histoire de France sur les candidats à l'élection présidentielle. Mais avant de nous quitter, je vous propose de rester sur la police, de revenir hier, c'était en 1973, au moment où la Grande-Bretagne entrait dans le marché commun. Jacques Tati, le célèbre réalisateur des Vacances de Monsieur Hulot, se trouvait sur la BBC. On lui a demandé d'expliquer la différence entre les policiers français et les policiers anglais. Vous connaissez cet extrait? Est-ce que vous voulez en dire un mot avant qu'on le regarde? Oui, je crois qu'il traduit bien la difficulté de communication qui continue à exister en France, où le policier manifeste son humeur personnelle et s'en tient pas uniquement à la figure professionnelle qui, elle, est beaucoup plus développée chez les Britanniques. Merci Sébastien, on regarde tout de suite Jacques Tati. When you observe a policeman here in London, I show it to you. When you have an English policeman, he is really, he's in duty first. So you know that it's here, you see. I mean, you should, then. Now, the French is absolute. That is maybe your policeman with a common market is going to act like this, but the French is absolutely different. Patrick Boucheron, vous êtes en ce moment la star des historiens, pas seulement parce que vous êtes entré au Collège de France, mais aussi parce que vous avez dirigé la rédaction d'une histoire mondiale de la France qui vient de sortir, 800 pages. Pas tout seul. Pas tout seul, non, 122 historiens, 122 historiens qui ont travaillé sous votre direction. Alors c'est le titre évidemment, c'est ce mondial hein, écrit en rouge qui a beaucoup fait parler. En quoi cette histoire mondiale de la France
France est-elle différente de l'histoire de France qu'aiment tant citer les candidats à l'élection présidentielle? Nos politiques, on le sait, sont des grands fans de l'histoire de France. On leur reproche d'ailleurs de ne pas assez lire de romans, de ne lire que des biographies de souverains ou de dirigeants. Alors en quoi elle est différente, cette histoire mondiale de la France, de l'histoire de France qu'on a pu connaître et que vous et moi, on a appris à l'école d'ailleurs? Est-ce qu'on en est vraiment sûr d'ailleurs qu'on a appris à l'école l'histoire que les politiques veulent que nos enfants apprennent? C'est pas si évident, c'est plutôt l'histoire que nos grands-parents, ou que oui. certains d'ailleurs de nos grands-parents apprenaient. Non, au fond, l'histoire, évidemment qu'elle doit être accueillante à notre propre condition historique. Voilà, l'histoire de France a changé, parce que la France a changé, parce que notre condition historique, c'est de vivre dans un pays qui est lui-même intégré au monde. Et au fond, la difficulté qu'on peut avoir vis-à-vis de l'injonction politique à réenchanter un récit national, c'est que dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'historiens. S'il s'agit juste de réciter un grand légendaire national, effectivement, autant reprendre les anciens chromos. Et puis ensuite, donc cette histoire qu'on attend de nous, elle n'a plus cours. Mais justement, on sait qu'il y a cette espèce de division depuis quelques années entre les tenants d'une histoire globale, dont vous êtes en France l'un des représentants, et d'un récit, d'une histoire plus nationale. Je me souviens, dans l'histoire de France que j'apprenais à l'école primaire, on ne se contentait pas de rester dans les frontières. Hein. Non, il y avait les croisades, il y avait l'Empire romain, il y avait les grandes découvertes, puis il y avait les 2 guerres mondiales. Alors, en quoi l'histoire est plus mondiale aujourd'hui qu'elle ne l'était hier? D'abord, pour réconcilier justement histoire de France et histoire du monde, c'est un faux dilemme, c'est un faux débat. Histoire mondiale de la France, vous l'avez remarqué, mondial est en rouge, ça ne veut pas dire que c'est pour que ça claque. Au contraire, c'est pour dire que finalement, c'est comme ça qu'on raconte l'histoire de France, que c'est l'histoire à venir, et que mondial est presque implicite. Bientôt, ça le deviendra, parce que au fond, qu'est-ce que ça dit d'autre que le fait qu'à chaque moment de son histoire, la France doit s'expliquer avec des mondes. Donc ça veut dire que faire une histoire mondiale de la France, ce n'est rien, on n'enlève rien à la France, on ne la réduit pas. Au contraire, on montre les moments où elle respire mieux. Et à partir du 19e siècle, à partir de 1860, on séquence, parce qu'il n'y a pas que des dates, il y a aussi des grandes séquences, ce qu'on appelle une mondialisation à la française, par l'économie bien sûr, mais aussi par les arts et par la science, au moment où le monde de la France est en train de se confondre avec le globe, et c'est ce qu'on appelle la globalisation. Vous avez parlé de dates, il y a des dates, il y a de la chronologie dans votre histoire mondiale de la France. Là aussi, souvent, les politiques se plaignent qu'on a abandonné la chronologie en histoire, qu'on a abandonné aussi les personnages historiques, ceux qu'on apprenait autrefois, les Jeanne d'Arc, les Henri IV, les Napoléon, qu'on leur consacrerait de moins en moins de temps. Vous rendez à cette histoire mondiale de la France sa chronologie et ces personnages. Vous l'avez repipolisé, c'était plus la mode, ça, on a dépipolisé l'histoire. Et pour la rendre effectivement familière, accessible, entraînante. Donc il faut revenir aux personnages. Revenir, au fond, on aime bien raconter, vous savez, mais alors, Jeanne d'Arc, par exemple, nous voyons Jeanne d'Arc. C'est intéressant de raconter Jeanne d'Arc, mais nous, on commence en prenant une date, 1420, qui est le traité de Troyes. Alors, l'historiographie ancienne appelait ça l'odieux traité de Troyes. Il livre la France à l'Angleterre. C'est pas exactement ça. C'est qu'à ce moment-là, la France et l'Angleterre se livrent une guerre, qui est d'ailleurs une guerre civile, parce qu'il y a beaucoup à l'intérieur du royaume de France, les Bourguignons sont favorables à l'alliance anglaise, et une des manières de régler la paix à ce moment-là, dans l'Europe, c'est de faire des mariages royaux qui créent une union de couronnes. Donc c'était une possibilité contre laquelle Jeanne d'Arc, évidemment, se lève. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, c'est mieux pour elle, on lui rend davantage hommage. Si on lit, elle a entendu des voix et elle a juste remis la France qui avait déraillé dans le droit chemin prédestiné par Dieu. Mais là, on dit non, elle a
réagi contre une des possibilités de l'histoire qui aurait été la fusion de deux couronnes, la France, l'Angleterre, dans un même royaume. Alors, autre différence, votre histoire mondiale de la France ne commence pas à Alésia avec la défaite des Gaulois contre les Romains. Vous dites d'ailleurs qu'Alésia, on ne sait pas exactement où c'est. Elle commence 34 000 ans avant, dans la grotte Chauvet. On a voulu qu'elle commence le plus tôt possible, c'est-à-dire aussi pour réconcilier, puisque vous avez compris que le mot réconciliation est peut-être le mot-clé de notre entreprise collective. Alors, c'est important de dire que Alésia a été une défaite exaltée par Napoléon III, une invention du XIXe siècle, au moment où on avait le plus besoin de ce mythe de la défaite civilisatrice, de cet art français de perdre la guerre, où à chaque fois qu'on perd la guerre, on gagne quelque chose. Oui, on arrive à sublimer ça de façon assez extraordinaire. Alors ça, on le raconte, mais on le raconte après une première séquence, qui est la séquence préhistorique, où là, on ne cherche pas les origines de la France, puisque la grotte Chauvet, voilà, c'était il y a 36 000 ans. On sait que c'est sur notre territoire, ça on en est sûr. Mais pourquoi c'est sur notre territoire? C'est parce que ça fait très longtemps qu'on cherche de l'art préhistorique en France. Et donc, l'histoire de la préhistoire, c'est aussi l'histoire de la science préhistorique. Et c'est pour ça que la préhistoire, elle se retrouvera aussi en 1940, parce qu'à la date 1940, on a découverte de la grotte de Lascaux. De Lascaux, effectivement. Alors moi, je me souviens quand j'étais enfant, en primaire, et que je lisais mon livre d'histoire chronologique avec plein de personnages célèbres, de personnages historiques, ça me choquait toujours qu'on passe directement des cavernes et on tournait la page et c'était les Gaulois, généralement à Alésia. Et je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et entre les deux, il se passe quand même entre 8 et 10 000 ans, qu'on appelle le néolithique. Et c'est là que tout se passe. C'est là qu'on se sédentarise, qu'on crée l'agriculture, qu'on crée la propriété privée, qu'on voit apparaître les chefs, qu'on voit apparaître l'argent, l'écriture, les villes. Et cette période a toujours été négligée par les historiens. Là, au moins, il y a un certain nombre d'entrées dans votre livre qui concernent le néolithique. Pourquoi est-ce qu'on a toujours fait et on continue de faire l'impasse sur le néolithique? On devrait parler du néolithique. Après tout, quand les chefs naissent, et aujourd'hui, c'est les élections présidentielles, on veut un chef, et ben, il date de là, le chef. Et c'est une histoire de chef, c'est une histoire de domination. Et on n'a pas voulu le voir précisément parce qu'on tenait absolument à la coupure entre préhistoire et histoire. Alors comment on raconte le néolithique dans une histoire mondiale de la France? C'est Jean-Paul de Moulle qui s'y colle, si je puis dire. Grand archéologue. Oui. 5800 avant Jésus-Christ, le néolithique arrive enfin, serait-on tenté de dire, à ce Finistère de l'Eurasie, cette sorte de presqu'île du continent européen, qu'est la France. Parce qu'évidemment, le néolithique, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture et de l'élevage, la sédentarisation est antérieure. Elle a plusieurs foyers. En Chine, peut-être en Afrique du Nord et en tout cas au Proche-Orient. Et donc, c'est une lente avancée, une colonisation en fait des pionniers néolithiques de l'Est vers l'Ouest. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est au bout. On est au bout. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin, il y a la mer après. Donc, on est dans un système qui est très extensif et dont Jean-Paul de Moulle montre bien qu'arrivé au fond, au terme de son extension, il se densifie, il s'intensifie. Et il s'intensifie dans la différenciation sociale. Et justement, c'est au bout de cette Eurasie que se hérissent les mégalithes, les dolmens de ce monde celte, qui sont la marque territoriale d'un pouvoir qui est en train de se constituer, les grandes chefferies. Et donc ça, c'est tout à fait saisissant. On est au bout d'une histoire, et une histoire qui parle d'une certaine manière, en longue durée, du pouvoir. Alors il y a des dates qui semblent étonnantes dans votre histoire mondiale de la France. Patrick Boucheron, il y a celles qui ne sont pas là et celles qui les remplacent, ou celles qui s'y substituent. Il n'y a pas 732, dont on nous apprenait hier encore que c'est là que Charles Martel avait arrêté les Arabes à Poitiers. En revanche, il y a 719, qui est la prise de Narbonne, donc quelques années avant, la prise de Narbonne par les troupes arabo-berbères qui vont s'installer là pendant 50 ans. On s'est dit plutôt que de à nouveau dire Poitiers, 732, on ne sait pas vraiment si c'est à Poitiers, c'est peut-être plutôt à Tours, et en tout cas Charles Martel n'y a pas joué le rôle que l'on... Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un affrontement bloc contre bloc de l'islam contre la chrétienté, parce que au fond, c'est juste une
un moment un peu hasardeux, on dit on va raconter autre chose. On se met un peu à côté, c'est la même histoire, mais celle-là, elle est mieux documentée parce qu'il y a de l'archéologie. Et c'est François-Xavier Fauvel qui la raconte. Et l'archéologie a son importance puisqu'il dit que pendant ce temps-là, à Narbonne, les musulmans, les chrétiens et les juifs ont enterré leurs morts dans le même cimetière. Et c'est comme ça qu'on travaille, nous les historiens, c'est qu'on travaille à partir des traces. Et donc il y a un moment où ces petites intrigues que l'on noue en 10 000 signes, elles racontent aussi comment on peut raconter cette histoire. Là, en l'occurrence, il y a un cimetière à Roussino. Il y a des monnaies qui permettent de dater et il y a des armes qui permettent de qualifier les gens qui se sont un peu mêlés dans une histoire très incertaine. Et qui ont coexisté. Et qui ont coexisté. 1494 est une date importante de votre histoire mondiale de la France. Et alors, elle est titrée d'une façon un peu provocatrice. Charles VIII descend en Italie et rate le monde. Ben oui. Alors, et effectivement, on le voit d'ailleurs ici descendre en Italie. Et puis, on voit aussi le monde qu'il est censé avoir raté. C'est évidemment l'Amérique qu'on découvre avec Colomb en 1492, 2 ans auparavant. Et c'est là où on voit que la France s'explique avec plusieurs mondes. Pour Charles VIII, qui est un esprit enfiévré de romans de chevalerie un peu égaré dans la fin du XVe siècle, il pense encore que Naples est le tremplin vers Jérusalem et que c'est là où ça se joue. Ce que les historiens traditionnels de la construction patiente du territoire national ne comprenaient pas très bien. C'est une diversion. C'est une perte de temps d'aller en Italie alors qu'il aurait bien mieux à faire, d'arrondir son royaume, il vient de prendre la Bretagne, etc. Mais sauf que ce que l'on sait, c'est que, évidemment, cette entreprise italienne, elle fera long feu et que, de fait, la France n'a aucun rôle dans le grand mouvement des grandes découvertes atlantiques. Et 1494, là il y a une coïncidence, c'est aussi la date du traité de Tordesillas où le pape partage le monde. C'est une sorte de Yalta pontificale entre les Espagnols et les Portugais. Les Espagnols et les Portugais. Et la France n'y est pas. Mais, cela dit, on hérite des peintres de la Renaissance. Et oui, c'est ce que dit Michelet. On rate le monde, mais on trouve la modernité. Autre date, alors qu'on ne s'attendait pas à voir, qu'on n'imaginait pas, 1816. Pourquoi 1816? Parce que c'est l'éruption d'un volcan à Java qui va causer un premier réchauffement climatique. D'abord, qui va causer dans les royaumes javanais un désastre effroyable et qui, avec les projections d'aérosols soufrés qui font un voile au soleil, eh bien, provoque donc un dérèglement climatique avec des famines partout. Des famines aussi bien en Chine qu'en Europe. Chine, en Inde, il y a une mousson déstabilisée. En Europe, c'est la dernière grande crise frumentaire de l'Ancien Régime avec tous les ingrédients, les révoltes, la cherté, la réquisition et puis surtout un grand débat politique. Et c'est ça qui est intéressant en France, c'est que, évidemment, il y a une coïncidence avec les dernières défaites napoléoniennes. Et donc, ce changement climatique, parce qu'il est interprété comme tel, il est aussi vécu comme l'occasion d'avoir un débat politique. Et au fond, ça nous intéresse parce que c'est quand même, d'une certaine manière, la compréhension que le monde est une communauté de destin et de danger devant le changement climatique qui a changé notre condition historique dont je parlais au début. Voilà, la condition historique a changé. Nous savons bien que même si nous voulons français, nous ne pouvons pas l'être en ignorant le monde, cette communauté, je répète, de destin et de danger. En fait, il faut le volcan Tambora, c'est son nom, pour que tout à coup, on réalise qu'on est tous sur la même planète qui baisse. À l'époque, la température baisse de 0,4 degrés. Hein, c'est encore très très peu. Et pourtant, ça crée des drames absolument partout. Vous finissez cette histoire mondiale de la France en 2015 avec le retour du drapeau. Est-ce que, à ce moment-là, vous ne devenez pas tous, alors je ne me souviens plus qui écrit l'article, est-ce que vous ne devenez pas journaliste? Mais c'est Emmanuel Laurentin qui est justement, c'est un journaliste d'histoire. Oui, c'est un journalisme d'histoire. Sur France Culture. Mais est-ce qu'on ne devient pas journaliste quand on regarde, c'était il y a très très peu de temps. Absolument. Et ce retour du drapeau, est-ce qu'il est là pour durer? Est-ce qu'il a véritablement un sens? Ou est-ce que c'est un épiphénomène? Eh bien, on n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est que c'est
l'achèvement provisoire de cette histoire, parce que c'est de là qu'elle procède. En réalité, c'est à partir de l'effet de souffle des attentats de 2015 qu'on a pensé ce projet, qui a l'air joyeux comme ça, mais qui est d'une certaine manière mu par un sentiment un peu tragique ou grave de l'histoire. Et d'une certaine manière, toute cette séquence, parce qu'on cherche à les qualifier, cette séquence, son titre, c'est « Aujourd'hui en France ». Ça ne dit rien. Ça ne dit rien, mais c'est vrai que ce drapeau, il a des conséquences aujourd'hui, ce retour du drapeau, comme vous l'appelez, il a des conséquences sur l'élection présidentielle. Des conséquences que nous ne connaissons pas et que les historiennes et les historiens, pas plus que les journalistes, ne peuvent prédire. Et d'où effectivement ce retrait. C'est le moment où on ne dit plus rien que ce qu'on peut constater. Et vous avez raison, c'est le moment du passage de relais entre les historiens et les journalistes. Et après avoir fait ce travail, Patrick Boucheron, est-ce que pour vous l'histoire a un sens? L'histoire, elle est intelligible, mais elle n'est pas préméditée. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a un sens si on veut penser qu'elle progresse. Et je crois qu'il y a une nécessité aujourd'hui à réarmer l'idée de progrès, qui a été compromise, bien entendu, de bien des manières dans l'histoire, mais on ne peut pas se résoudre à une vision désespérante de l'histoire. Donc au moins, donne-t-elle des exemples d'énergie, de moments où effectivement des hommes et des femmes, il n'y a pas que des grands hommes et des grandes femmes, il y a aussi dans ce livre des ouvriers, il y a aussi des tailleurs de pierre, il y a aussi des paysans qui assèchent des marais dans le Languedoc au XIIIe siècle. Et donc, ce sont à des moments précis de l'histoire des acteurs qui, collectivement, c'est ça qui nous a intéressés, ont pris en main leur destin. Et c'est pour ça que l'histoire peut donner des exemples énergiques, toniques, pour la jeunesse. Parce que c'est aussi à elle qu'on pensait en écrivant ce livre. Justement, la jeunesse, elle joue beaucoup aux jeux vidéo aujourd'hui. C'est aussi une manière de faire de l'histoire. Patrick Boucheron, évidemment, l'émission continue. On continue de parler de pouvoir. On va parler de l'Europe dans un instant. Mais j'avais envie de vous montrer un extrait de ces nombreux jeux vidéo. Là, en l'occurrence, c'est Battlefield. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Ces jeux où l'on s'immerge dans l'histoire. Les historiens ont toujours été concurrencés par les romans d'Alexandre Dumas, par les films, évidemment, par la presse, par la radio, par la télévision. Aujourd'hui, la concurrence des jeux vidéo qui nous immergent dans l'histoire, et souvent une histoire mondiale d'ailleurs, là on va le voir dans un instant, qu'en pensez-vous? D'abord que vous avez raison de dire que c'est une concurrence. Là on se dit, ok, très bien, on ne peut pas lutter, il y a une telle puissance de réel. On baisse les armes. Non, je ne crois pas. Il y a deux manières de s'en emparer. D'abord, on peut travailler aussi, certains le font, à la reconstitution historique du jeu vidéo, qui est une grande industrie culturelle. Et l'autre manière, l'autre défi, il est, je dirais, littéraire. Ces jeux vidéo nous immergent, comme vous dites. On est dans l'immersion. Vous allez lire dans ce livre certains textes immersifs. Par exemple, celui dont on parlait, 719, de François-Xavier Fauvel. On y est. Il y a un point de vue. Et on est, d'une certaine manière, au cœur de la bataille. Et ça, je crois que pour s'engager au cœur de la bataille, cet engagement, il est à la fois intellectuel et aussi littéraire. Et c'est cela qui nous a réunis dans ce livre. On s'immerge sur un champ de bataille de la Première Guerre mondiale, dans Battlefield. Voilà, sensation garantie. Sensation garantie, oui. On est encerclés! Il faut tenir ce pays! Ils arrivent! Et voilà! Feu à volonté! Conservez votre position!
L'Europe qui nous était présentée comme une solution aux maux du passé, notamment la guerre, est-elle devenue elle-même le problème? L'Union fait-elle encore la force? L'idée européenne a encore de nombreux supporters, notamment en France, mais la réalité européenne, on dirait qu'elle n'a plus que des détracteurs. Alors cette crise est le sujet de vos livres respectifs. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, vous publiez « Sauver l'Europe ». Michel Aglietta, vous êtes un célèbre économiste. Avec Nicolas Leron, vous avez écrit « La double démocratie ». Et Coralie Delhomme, avec l'économiste David Kella, vous êtes les auteurs de « La fin de l'Union européenne ». Alors, quelles sont les causes de cette crise? Quels sont les problèmes qui font que les Européens, et les Français en particulier, n'aiment plus tellement l'Europe? Pour vous, Hubert Védrine. D'abord, n'oubliez pas que la construction européenne était le fait de petits groupes, de petites élites démocratiques qui travaillaient avec des gouvernements démocratiques, mais il n'y a jamais eu de mouvement de foule en demandant plus d'Europe. Donc, il y a des leaders qui ont entraîné ça. Dans la période récente, il me semble que les facteurs de la désaffection progressive qui a donné naissance aux anti-européens, aux sceptiques, c'est pas la même chose, déçus, aux allergiques, c'est plusieurs choses. D'abord, trop de promesses. Trop de promesses dans les années, magnifiques années. Mitterrand, Kohl, Delors, l'Europe sociale, l'Europe des citoyens, l'Europe politique, etc. Trop d'attentes, donc ils sont retournés contre l'objet Europe. Ensuite, je pense trop de réglementations abusives, exagérées, pour la mise en œuvre du marché unique, qui est une bonne idée, une harmonisation qui est nécessaire, mais qui était faite de façon vraiment exagérément détaillée, effrayante, insupportable pendant trop autoritaire des années. Aussi. Alors après, il y a un problème de confiscation, de vampirisation des démocraties nationales et locales par un système qui a tout absorbé et qui est animé par l'idée, le système européen, c'est-à-dire la Commission, une partie du Parlement, la Cour de justice, tout ce qui gravite autour. Il y a quand même l'idée qu'il faut aller toujours plus loin dans l'intégration, l'union sans cesse plus étroite, que les peuples comprennent rien, qu'ils peuvent voter ce qu'ils veulent, on continue. Donc il s'est quand même créé quelque chose qui est de l'ordre de la béance, quoi, de la frustration démocratique qui s'est ajoutée à tout ça. Et ça fait maintenant 20 à 25 ans que c'est dans cette situation. N'oublions pas que le traité de Maastricht a été ratifié à un point de différence. Alors que toutes les élites étaient pour, François Mitterrand, qui avait un poids énorme, était pour, un point de différence. On n'en a jamais tenu compte. Et il me semble que le fossé s'est creusé depuis. Voilà. Michel Aglietta, les problèmes, vous, la crise, se manifeste par qui et par quoi? Les problèmes viennent de relativement loin, c'est-à-dire que la méthode dite communautaire, le processus selon lequel on avance secteur par secteur dans l'intégration par l'économie de manière horizontale, et qui implique des règles pour que les marchés fonctionnent correctement, est allé jusqu'à ce qu'on décide de le faire pour la finance. Et là, on oublie des choses fondamentales, c'est que la finance n'est pas la même chose que les autres secteurs. La finance, c'est en quelque sorte le centre nerveux de l'économie. La finance n'a de capacité d'être efficace que si elle est liée à la monnaie directement. Et donc, on est passé de cette méthode-là à l'introduction, si vous voulez, de ce qu'on peut appeler une puissance publique. La monnaie est politique, par nature. Ce n'est pas par hasard qu'on parle de politique monétaire. La monnaie est politique. Et on a en même temps, si vous voulez, empêché qu'elle joue son rôle politique à partir du moment où l'euro a été créé. Ce qui fait que dans les années 2000, à partir du moment où l'euro a été créé, le contraire de ce que les économistes espéraient, c'est fait. On espérait que les capitaux aillent massivement dans les pays dont le niveau de revenu et de productivité était plus faible. Ils sont allés. Mais au lieu d'aller dans le secteur productif et de faire converger de manière réelle l'Europe, ils sont allés dans les secteurs de rente, que ce soit le secteur public en Grèce, que ce soit l'immobilier en Espagne, que ce soit la consommation au Portugal. Et le résultat a été une divergence de l'Europe massive. Vous remarquerez que nos explications s'ajoutent. Oui. S'additionnent, elles ne se contredisent pas. Elles ne se contredisent pas. Celle qui est la plus sévère avec l'Europe, c'est Coralie Delhomme. Je pense pour ma part qu'il y a deux raisons à cette désaffection. C'est qu'il y a un problème économique d'une part et un problème démocratique d'autre part. Alors le problème économique, à mon avis, ça vient du fait qu'on a abandonné le marché commun en 1986 pour créer le marché unique. C'est le moment de l'acte unique. Voilà, c'est le moment de l'acte unique, la commission Delors, etc. Et on a libéralisé les mouvements des facteurs de production que sont le capital et le travail.
À partir de là, les travailleurs et le capital se sont mis à circuler sans entrave et sont allés se concentrer par un phénomène qu'on décrit, qui est un phénomène de polarisation, vers les pays qui avaient déjà de l'avance en termes d'industrialisation, c'est-à-dire essentiellement l'Allemagne et les pays qui la voisinent. Et avec l'euro, c'est allé encore plus loin, parce que d'abord, c'est un achèvement du marché unique, et qu'ensuite, c'est une monnaie qui bénéficie à l'Allemagne. Il a été créé aux conditions allemandes, puisque les Allemands, au départ, n'étaient pas d'accord pour abandonner leur monnaie. Ils l'ont fait sous conditions. Donc, l'euro est une monnaie qui fonctionne à la condition qu'il n'y ait pas d'inflation, que la Banque centrale soit indépendante, etc. Et ça bénéficie à l'Allemagne, d'autant plus que par rapport à la puissance de son économie, il est sous-évalué. Donc on a ce phénomène de polarisation qui fait que le cœur de l'Union européenne, le cœur du marché unique, est renforcé et que les périphéries décrochent. Et on l'a bien vu, hein, l'arc de crise, c'est l'Irlande et l'Europe du Sud, grosso modo. Et la deuxième raison, à mon avis, c'est un problème démocratique qui est lié au fait qu'on a créé une union juridique. C'est pas tellement une entité politique, l'Union européenne, c'est un ensemble de règles, c'est une union juridique, avec des traités qui étaient au départ des traités internationaux, et une intervention de la Cour de justice de l'Union européenne qui a procédé à ce qu'on a appelé à l'époque, et ce qu'on appelle toujours, la constitutionnalisation des traités, c'est-à-dire que sa jurisprudence a fait que le droit européen est devenu, il prime désormais sur les droits nationaux, il s'applique directement aux citoyens de l'Union, et jurisprudence après jurisprudence, on a créé, à partir de ce qui était au départ une organisation internationale, quelque chose qui est un quasi-État fédéral. En fait, on est dans l'hybridation de deux choses, en fait. La fédération et l'organisation internationale. Vous êtes à peu près tous les trois aussi sévères d'ailleurs avec cette Cour de justice européenne. En effet, je pense que la question de la Cour de justice est un vrai problème. La Cour de justice européenne. Qui n'est pas abordée. Il y a un phénomène de gouvernement par les juges et de création par les juges d'un système fédéral pas ratifié, à demi masqué. C'est un vrai sujet. Mais ce que je voulais dire, c'est que les décisions européennes, il faut quand même que nos téléspectateurs et auditeurs comprennent qu'un certain nombre de responsables ont pris les moins mauvaises décisions possibles à un moment donné. Quand, par exemple, on est dans les années avant la réunification que Mitterrand voit venir, l'idée, c'est de ne pas rester dans la zone marque. La réunification allemande. Hein, allemande. À l'époque, il faut déjà mendier auprès de la Banque centrale allemande le fait de pouvoir dévaluer. Donc l'idée, c'est monnaie unique. Quand on y arrive et Kohl, finalement, se laisse convaincre, c'est la décision qu'il a prise. Il dit, je veux bien, mais il faut que ce soit sérieux. On va dire à l'allemande. Mais les fameux critères allemands, c'est Bérégovoy et Trichet. Ce n'est pas les Allemands méchants qui nous ont imposé. On entend tellement ça dans des débats récents un peu chauds qu'il faut le rappeler. À ce moment-là, les Français et Delors disent, puisqu'on en est là de ce degré d'intégration économique, il faut un vrai gouvernement économique de la zone euro pour pouvoir mener des politiques contracycliques, etc. Et les Allemands disent non, ça c'est l'intervention de l'État dans l'économie. Et c'est vrai qu'il y a une cote mal taillée, mais pas parce qu'on n'y a pas pensé. Simplement parce qu'on a fait une sorte de pari sur le fait qu'après, on allait pouvoir peut-être redéfinir ou élargir le rôle de la banque, etc., etc. Ce n'est pas le cas. On le paye aujourd'hui, mais ce n'est pas parce que les gens étaient distraits ou ignorants avant. Donc la question se pose pour la suite. Qu'est-ce qu'on fait? Et justement, pour la suite, vous avez l'air de dire, qu'on corrige, Coralie Delhomme, qu'à la suite de l'acte unique européen, en fait, on entre dans l'époque de la concurrence de tous contre tous en Europe. C'est un peu ça, oui. Enfin, je suis d'accord pour dire que ce n'est pas une manigance allemande que d'avoir créé l'euro, mais de fait, la monnaie unique et le marché unique, d'une manière plus vaste, bénéficient quand même à l'Allemagne, et on voit qu'elle a quand même des excédents qui sont faramineux par rapport aux autres économies. Est-ce que ce n'est pas lié au fait qu'on n'arrive pas à faire les réformes genre Suède ou Allemagne? Par exemple, dans le cas typiquement dans le cas de la Grèce, on dit qu'il faudrait qu'elle fasse des réformes. Mais elle a fait une quantité incroyable de réformes. C'est le pays qui a été le plus réformé dernièrement. La Grèce, elle n'aurait jamais dû être dans l'euro. Ouais. Si elle n'y avait pas été, c'est le Portugal qui aurait été touché. En fait, la Grèce, elle a été symptomatique de la crise de l'euro parce qu'elle a été le premier maillon touché, mais parce que c'était le pays le plus faible. Mais elle n'aurait pas été dans l'euro, c'est le Portugal qui aurait été touché ou c'est l'Espagne. Vous avez l'air de dire, Coralie Delhomme, qu'il y a une politique économique qui est dictée aux pays européens par l'Europe, et cette politique, c'est celle de l'austérité et du libre-échange. Qui est dictée parce que ces pays ont signé des traités et que ces traités ne conviennent pas. On a créé un marché unique et on a
parce qu'on n'y a pas tellement prêté attention, on a aussi créé une quasi-fédération, mais sans l'aval des peuples. Donc c'est un double problème. Hubert Védrine ? À mon avis, il y a également de la part des peuples européens, à travers les votes, les référendums, les sondages, etc., un besoin de maintenir une certaine identité, une certaine souveraineté et avoir de la sécurité. Or, les élites européistes, sincèrement, comme les élites mondialisatrices, détestent ça. Elles considèrent que c'est dépassé, qu'il faut balayer tout ça. Et donc, il n'y a pas eu de réponse à ça depuis des années, sauf le mépris. C'est pour ça, d'ailleurs, que les demandes des peuples vont vers des formes extrémistes, qui sont, pour le coup, absurdes. Et à mon avis, la grande responsabilité de ceux qui croient encore à l'idée européenne et au projet, et moi j'en fais partie, parce que quand je dis sauver l'Europe avec un point d'exclamation, je n'ai pas mis de point d'interrogation. Vous voyez, la grande responsabilité, c'est de trouver une réponse raisonnable à ces demandes normales des peuples, au lieu de les balayer. Et à mon avis, c'est pas l'économie, c'est pas que l'économie. C'est de la politique. Ça s'ajoute. Et Coralie Delhomme, vous êtes la première à qui je vais poser la question, mais je vais vous la poser à tous les trois. On entend souvent les candidats à l'élection présidentielle disant moi, si je suis élu, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais dire à l'Allemagne, mais aussi aux autres pays européens, voilà comment je vais aller faire face à l'Europe. Vous avez l'air de dire que c'est absolument impossible. On ne peut pas changer l'Europe, quel que soit le prochain président de la République française. Il n'en aura pas les moyens. C'est pas qu'on ne peut pas changer l'Europe, c'est qu'on ne peut pas changer l'Union européenne telle qu'elle existe, à mon avis. Il y a trop de traités qui ont été passés à l'unanimité, qu'on ne peut plus bouger. Ils ont été passés en force. On a créé du fédéral, non seulement sans le dire, ça c'est le travail de la Cour, mais même en le passant, mais de manière forcée, comme par exemple le traité de 2005, enfin le référendum de 2005 qui a donné lieu, malgré le rejet, dans 2 pays, au traité de 2008, le traité de Lisbonne. Et puis il y a tout un tas de référendums comme ça qui se sont succédés depuis 2 ans, par exemple. Il y a eu le non au référendum grec qui n'a abouti à rien. Il y a eu des référendums sur des sujets ponctuels. Il y en a eu un au Danemark, il y en a eu un aux Pays-Bas sur l'accord d'association UE-Ukraine. Il y en a eu un en Hongrie sur les migrants. Et systématiquement, ces référendums donnent des résultats négatifs. Et à chaque fois, la première question que l'on se pose, c'est comment on va contourner ces résultats négatifs. Alors, soit on fait revoter, soit on trouve des combines. Les Pays-Bas sont en train de voir comment ils vont signer l'accord UE-Ukraine quand même. Bon, et sans parler du traité de Lisbonne qui a été, le gros truc en fait. Là vraiment, il y a une césure, parce qu'un référendum négatif sur lequel on s'assoit de manière aussi ostensible, c'est... Hubert Védrine, là c'est le déficit démocratique. Alors, face à la situation que nous décrivons, il y a ceux qui disent il faut arrêter, il faut sortir. Coralie va le dire dans quelques minutes. Ils n'ont pas de plan construit, en fait. Alors il y a ceux qui répondent non, il faut plus d'Europe. Michel Aglietta, un peu, on va voir pourquoi. Non, il ne dit pas que c'est plus subtil. Un petit peu. Les peuples peuvent voter ce qu'ils veulent, il faut plus d'Europe. À mon avis, ça ne marche pas, parce que les peuples décrochent précisément parce qu'on ne les écoute jamais. Même le ministre allemand des Finances, M. Schäuble, européen incontestable, dit maintenant c'est quand même gênant de ne jamais tenir compte des peuples. On est compte où on en est. Michel Aglietta, quand on entend les candidats aux présidentielles françaises qui disent « avec moi, ça va être différent, je vais être face à l'Europe et c'est autre chose qu'on va entendre », vous y croyez ou vous y croyez pas? En ont-ils le pouvoir? Qu'est-ce qui doit être différent? C'est-à-dire que moi, je suis très très clair. Seuls les États-nations sont souverains. La question essentielle, c'est qu'est-ce qu'on délègue au niveau européen pour améliorer la situation de l'ensemble des pays. Et on a délégué la monnaie, et l'idée, c'est que ça ne suffit pas. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de relancer une croissance durable, que pour cela, on a besoin d'investissements, et qu'une partie non négligeable de ces investissements doivent être transnationaux pour avoir un effet suffisamment sur tout le monde. Donc, il faut penser ce qu'on n'a jamais pensé quand on a pensé le budget européen. On a dit le budget, c'est un coût pour certains, c'est un avantage pour les autres, mais il est à somme nulle. Et il ne doit pas être ça. Il faut penser des actions que seul le budget européen peut faire, qui créent une valeur ajoutée pour toute l'Europe et donc pour chacun des pays. C'est le saut budgétaire que vous préconisez comme solution. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui besoin d'engendrer un régime de croissance qui est fondé sur des biens publics, qui est fondé sur des questions énergétiques, qui est fondé sur des questions climatiques, qui implique d'avoir une éducation, l'éducation supérieure. C'était très bien de faire Erasmus, sauf qu'il y a 2% d'étudiants seulement qui l'utilisent. Supposez qu'il y ait 82% d'étudiants qui soient dans un circuit Erasmus bien financé. Et il doit être financé au niveau européen, par nature.
eh bien, vous aurez un effet démocratique très favorable, assez rapidement, et une identité européenne qui se construira en rapport avec les identités nationales, sans remettre en cause les identités nationales. C'est cette idée de double identité, de double démocratie qui est cruciale. Et pour ça, il faut non pas faire une union de transfert, il faut faire une union d'investissement. Et c'est le rôle d'un budget européen de le faire. Ça, c'est la solution préconisée par Michel Aglietta. Vous préconisez plutôt de faire une pause, Hubert Védrine. Ce n'est pas contradictoire, tout ça. Non. Moi, je suis parti de l'aspect politique. Je me suis dit, les anti-européens, on ne peut pas les faire bouger, ils sont idéologiques, extrême droite, extrême gauche, ou autres. En revanche, les gens qui sont simplement sceptiques, ils y croyaient, mais plus maintenant. Ceux qui sont déçus parce qu'ils ont cru à des annonces qui ne se sont pas concrétisées. Et tous ceux qui sont allergiques à la réglementation à outrance. Vous savez, les concombres, les prises électriques, voilà, les chefs d'eau, les pommeaux de douche, etc. Ceux-là, si on leur parle autrement, à mon avis, on peut les récupérer. Simplement, il faut un coup de gong ou un électrochoc. Parce que plus personne n'écoute ce qui se dit dans les conseils européens, les sommets, les communiqués, ça n'intéresse personne. Donc il faut quelque chose de fort qui consiste à dire on va vous écouter. C'est ça que j'appelle la pause. C'est pas mettre à l'arrêt tout le système. Par exemple, je suis absolument favorable à la reconstitution d'urgence d'un Schengen qui marche, crédible, avec une vraie gestion des frontières extérieures, le droit d'asile harmonisé, la cogestion des flux migratoires, etc., etc. Mais la pause, on écoute. Ensuite, je lance l'idée d'une conférence refondatrice par les gouvernements. Parce que si on met tout le système, ça va se bloquer. Gouvernement volontaire pour faire ça. Ensuite, on fait une opération subsidiarité massive de l'or. On parlait souvent, mais ça ne s'est pas fait. L'Europe doit arrêter de s'occuper de tout et de rien. On doit la concentrer sur 2-3 fonctions majeures pour défendre l'Europe de demain, notre mode de vie, notre système dans un monde dur et troublé. Et si on arrive à faire cette clarification, là, on arrive à quelque chose qu'on peut représenter au peuple, peut-être. Alors que maintenant, vous avez raison, n'importe quel référendum, c'est non. Donc voilà ce que j'ai proposé, qui est un processus politique. Après, il y a 1000 questions qui se posent sur qu'est-ce que fait cette Europe reconcentrée, clarifiée, musclée, plus nerveuse, dans les domaines qui sont les siens. Quels sont les domaines qui sont les siens demain? Je ne vais pas le dire moi tout seul avec mon bouquin. Ça résulterait de cette conférence refondatrice. Voilà mon schéma. Et pour vous, Coralie Delhomme, ça se résume en une phrase. C'est les 2 derniers mots d'ailleurs du livre. Courage, fuyons. Non, c'est pas vraiment ça, parce que le courage, fuyons arrive après un raisonnement qui s'appuie sur ce qui a été un embranchement qui a été raté. En fait, dans les années 60, il y avait des projets alternatifs. En fait, il y a eu 2 visions de l'Europe qui se sont combattues. Il y avait celle de Jean Monnet, le père fondateur, celui qu'on a désigné comme tel, qui était l'idée d'une Europe supranationale. Et puis il y avait les gaullistes qui voulaient faire une Europe intergouvernementale. Et il y a eu dans les années 60 les 2 plans Fouché qui ont échoué, mais l'objet était de faire de la coopération dans le domaine de la défense des affaires étrangères et dans le domaine scientifique et culturel. Comme on l'a fait, vous citez le cas d'Airbus par exemple. Voilà. Et quand on regarde Airbus, attendez, c'est des industriels géniaux qui ont lancé les choses. Ouais. C'est pas la machinerie européenne qui l'a créé. Justement, c'est de la coopération intergouvernementale avec au départ deux pays, la France et l'Allemagne, auxquels se sont agrégés parce que ça marchait, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Espagne. De la même façon, l'Agence spatiale européenne, c'est de l'intergouvernemental. Mais Jacques Attali, et vous le citez dans votre livre, dit qu'on ne pourrait plus faire Airbus aujourd'hui, étant donné ce que l'Europe est devenue. Étant donné les règles relatives à la concurrence, il publie ça, c'est assez marrant comme texte, dans un journal qui doit s'appeler le journal de la concurrence, je crois. Et il explique, étant donné les règles relatives à la concurrence qui figurent dans les textes européens actuels, on ne pourrait plus faire Airbus. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut commencer, si on veut faire de la coopération intergouvernementale, c'est possible sans doute dans plein de domaines. Erasmus, ça peut tout à fait être de la coopération gouvernementale. Il y a des pays qui ne sont pas dans l'Union et qui participent à Erasmus, comme la Turquie, il y a la Macédoine, voilà. Mais pour pouvoir le faire, il faut arrêter tout ce qui génère de l'eurodivergence. C'est-à-dire qu'il faut se rétracter sur le marché unique et sur... il faut arrêter l'Europe de l'économie et du droit. La réglementation à outrance. Oui. C'est pour ça que je préconise que ce soit des gouvernements décidés qui reprennent la main. Et ne pas de mélanger les gouvernements, le Parlement, la Commission, la Cour de justice. Ça, on est sûr que c'est un blocage. Le système ne veut pas se réformer. Est-ce qu'on peut le réformer? C'est ça la question, mais il faut que cette volonté vienne d'ailleurs. Les traités ne sont pas réformables.
Ils servent par d'autres traités. Ça veut dire qu'il faut d'abord les répudier et ensuite faire autre chose. Les remplacer. Mais vous avez l'air de dire, Coralie de Beaulôme, que l'Union européenne, elle est finie déjà. Même si elle fait semblant de ne pas l'être. Mais si on continue, elle s'écroule, oui. Petit bout par petit bout. L'Angleterre est sortie, la Grèce a failli sortir de l'euro, elle a failli être poussée dehors par les Allemands. Plusieurs économistes disent que l'Italie va pas tarder à entrer dans une crise grave. Ça ne va pas s'écrouler, je ne pense pas, mais parce que, comme le dit Bourlange, qui est très remarquable, il dit les Européens n'ont même plus la force de se séparer, sauf le cas britannique. Mais ça peut devenir une sorte de système zombie. Oui. Qui tourne dans le vide comme ça, mais ça ne répond pas à nos préoccupations différentes. Sachant que le Brexit a été quand même un coup très important. On n'avait pas imaginé qu'un pays pourrait sortir de l'Europe. Ça ne nous était jamais venu à l'esprit. C'est une transformation qui amène à réagir, c'est évident. Comme l'élection de Donald Trump, d'une autre façon. L'Europe s'est construite sous parapluie américain. C'est-à-dire à la fois au plan monétaire, c'est-à-dire l'hégémonie du dollar, qui a duré jusqu'à la crise financière, et là, le fait que les États-Unis étaient engagés dans l'Europe pour fabriquer sa défense. C'est eux qui ont assuré la paix. C'est pas l'Europe qui a fait la paix. Évidemment. L'Europe est la fille de la paix. Elle a pas créé la paix. Le monde est en train de changer profondément, et profondément d'une manière menaçante. On rentre dans un monde concurrentiel, au plan monétaire, concurrentiel d'une manière dangereuse, parce que les monnaies concurrentes, ça ne fait pas équilibre. Et d'autre part, on rentre dans un monde global dans lequel des biens publics sont nécessaires. Le climat est un problème d'ensemble. Et l'Europe, si elle veut exister dans le monde aujourd'hui, elle doit se constituer comme une puissance continentale. L'univers aujourd'hui qui va reconstruire, ou bien il reconstruit quelque chose de l'ordre d'un minimum de coordination au niveau international, à la fois dans le plan monétaire, dans le plan du climat, dans le plan des ressources naturelles, etc. Ou bien sinon, on va sur des blocs alternatifs, si vous voulez. C'est ça la déglobalisation. C'est le danger, comme ça l'a été après la première globalisation. Lorsqu'elle est rentrée en crise à la fin des années 1890, ce qui est venu après, c'est une stratégie de blocs qui sont opposés les uns sur les autres. Donc on risque d'avoir une stratégie de blocs dans laquelle, si l'Europe est fragmentée, elle n'existe plus. Dernier mot, Hubert Védrine. Rien de tout ça n'est possible si on ne remet pas les peuples dans le coup. Bien entendu. C'est pour ça qu'il faut faire élire un vrai Parlement. Non, mais ce n'est pas forcément la bonne réponse. Moi, j'avais entendu Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt reconnaître que quand ils avaient décidé que le Parlement européen serait élu au suffrage universel, qu'ils allaient créer une mentalité européenne commune, et ils ont, devant le public, ils ont dit on a échoué. Il faut s'y prendre autrement. Il faut rebrancher les parlements nationaux. Il n'y a pas de budget pour cette assemblée. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de Parlement. Et la Cour de Karlsruhe trouve que ce n'est pas démocratique parce qu'il n'y a pas assez d'Allemands, par ailleurs. Donc le Parlement européen n'est pas la réponse automatique à tout ça. Il faut rebrancher les peuples par quelque chose de beaucoup plus politique, beaucoup plus, qui les engage beaucoup plus, qui leur parle beaucoup plus, qui suppose qu'il y ait quand même un peu d'identité pour chacun, un peu de souveraineté, et non pas l'absorption uniquement par la construction européenne. On peut la relancer que si on a fait ce détour, à mon avis. Rebrancher les peuples, qu'ils retrouvent légitime le projet. Les objectifs sont excellents par rapport à la question du monde. Le projet, il faut qu'ils aient des effets en termes de welfare. Pas uniquement. Pas uniquement. Il y a la question de l'identité, de la souveraineté, de la sécurité qui se pose, même si on était en situation de grande croissance. Et de plein emploi. Pas ça contre le welfare. La sécurité, bien sûr, la sécurité. Alors, dernier mot, en fait. Coralie Delhomme. Oui, en fait, c'était simplement pour préciser que quand on dit qu'il faut arrêter avec l'Union européenne, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut arrêter avec l'Europe. C'est un continent, l'Europe, donc on n'arrête pas avec un continent. Moi, je pense que si on veut avoir quelque chance que ce soit de faire un jour repartir quelque chose, il faut commencer par détricoter l'existant. Parce que... Et justement, ce qu'ont fait les Anglais. Stop à l'Union européenne, pas d'euro de toute façon, mais pas de chaîne. Attendez, ils n'étaient pas dans l'euro. Non, je sais bien, pas d'euro, ils n'y étaient pas. Ça aurait été une autre chanson s'ils avaient été dans l'euro. Mais ils sortent de l'Union. Si on continue avec le marché unique, la monnaie unique, on va accroître les phénomènes de compétition et on ne fera pas converger les pays. Il va y avoir des gagnants. Il y a déjà des grands gagnants et des très grands perdants. Pour vous, l'Europe, ça n'est plus la paix. L'Union européenne. Oui, pardon. Voilà. Le problème, c'est cette entité qui est partiellement fédérale, mais pas vraiment, parce que de toute façon, il n'y a pas un peuple pour créer un État fédéral. Donc si on veut refaire des coopérations ponctuelles sur des trucs comme ceux qui marchent déjà, que j'ai cités tout à l'heure,
Il faut commencer par détruire ce qui fait diverger les pays. Mais, Madame Toubent, même un pays qui sortirait, qui arriverait à sortir, on ne sait pas comment le Brexit se terminera, mais qui arriverait à sortir du système européen, il est quand même obligé d'être compétitif. Oui. Encore plus. C'est le monde entier qui est soumis à l'obligation de compétitivité. Ce n'est pas uniquement les pays qui sont dans l'Union. Mais le problème, c'est que l'Union européenne ne génère pas de la compétitivité. Enfin, elle en génère pour certains, elle en génère pour les pays. Mais ce n'est pas elle qui crée le besoin d'être compétitif. Le Japon est obligé d'être compétitif, Singapour aussi, la Norvège aussi. Non, ce que je vous dis, c'est que si le fonctionnement du marché unique, puisque les facteurs de production, le capital et le travail, ils circulent librement et vont s'agréger dans les pays originellement les plus industrialisés, ça désindustrialise tout le reste. Et tous les pays de la périphérie décrochent. L'Irlande a décroché, le Portugal, l'Espagne, la Grèce et bientôt l'Italie. Un dernier mot? Les peuples. Les remettre dans le coup, d'une façon ou d'une autre. Absolument, les peuples, il faut les mettre dans le coup. Et le budget? Mais pour cela, il faut qu'il y ait un budget européen. Mais le budget européen est délégué par les nations. Il n'y a absolument pas un État fédéral, en aucun cas. Eh ben, moi, je pense aussi que les peuples, il faut les remettre dans le coup, parce que je pense que là-dessus, au moins, on est unanime. Donc, je ne vais surtout pas briser cette unanimité. Je vous remercie tous les trois. Je rappelle que le 25 mars, on fêtera le 60e anniversaire du traité de Rome, qui instituait notamment la communauté économique européenne. C'était hier, et pourtant ça nous semble très très loin, hein, et pas seulement parce que les images à l'époque étaient en noir et blanc. Je vous propose de revoir ce qu'on voyait aux actualités françaises en 1957 à ce sujet. L'Assemblée nationale a mis à son ordre du jour l'idée d'un marché commun européen. La question se pose ainsi. Aujourd'hui, l'Europe, dans son compartimentage actuel, n'est plus à l'échelle du monde. Et si les murailles de ces marchés nationaux viennent à tomber, elle devient un grand marché de 160 millions de clients. Mais aujourd'hui, où les poteaux frontières font toujours souvenir du traité de Westphalie, l'Europe des longs routiers vit encore comme voici 300 ans vivait la France des mousquetaires et des provinces. À cette époque, le commerce entre Dijon et Reims était aussi coupé de barrières, de douanes, d'octrois et d'interdictions qu'il l'est aujourd'hui entre Lille et Amsterdam ou entre Lyon et Hambourg. Les diligences et les provinces nationales se sont effacées. Mais à l'époque où les avions suppriment les distances, où les trains abrègent le temps, on retrouve à chaque frontière les mêmes difficultés qui amenaient autrefois une province à connaître la disette quand la province voisine regorgeait de blé. Le douanier est là qui contrôle, fouille et soupçonne, s'oppose à la libre circulation des produits qui, bon marché ici parce qu'ils abondent, sont chers là parce qu'ils manquent. À côté des États-Unis et de l'Union soviétique, les nations qui ont dominé le monde pendant le premier tiers du siècle ne pèsent plus très lourd. Leur unité permettra de créer une troisième superpuissance. Par sa construction économique, elle pourra se mesurer à l'échelle du monde et apporter aux populations plus de bien-être dans un climat de paix. C'est cela, le marché commun. L'émission jusqu'à maintenant s'est consacrée au pouvoir, mais essentiellement au pouvoir politique. Or, il y a d'autres formes de pouvoir auxquelles on peut s'intéresser, notamment le pouvoir du sexe. Et c'est avec vous, Philippe Grimbert, qu'on va s'y intéresser. Vous êtes psychanalyste, vous êtes écrivain, romancier. On vous doit notamment Un secret. Et dans la collection Le Monde en tableaux, vous publiez Le sexe, 50 tableaux que vous expliquez. En effet, vous rappelez qu'avant que le sexe soit omniprésent au cinéma, à la télévision, dans les journaux, sur Internet, le sexe se cachait où ? Là où on l'attendait le moins, finalement, c'est-à-dire dans les lieux de culture, les lieux de savoir, les grandes galeries du Louvre, les encyclopédies de la peinture. Et l'enfant que j'étais, et l'enfant que nous étions tous, avant qu'il soit confronté aux kiosques de journaux où la nudité triomphe, eh bien c'est dans ces tableaux et dans ces encyclopédies qu'il trouvait ses premiers émois et sa première rencontre avec le sexe. Et ce qui est drôle, c'est qu'autrefois, un certain nombre de ces tableaux étaient dans les églises, et que donc le sexe s'y cachait. Absolument là où on l'attendait le moins. Voilà. On emmenait les enfants au musée à la rencontre du beau, ils en revenaient bouleversés par la rencontre avec le sexe. Voilà. Et est-ce que dans les églises, où il était autrefois, dans les monastères,
monastère, tout le monde voyait le sexe où il était caché, les métaphores, les métonymies. Je crois qu'on voyait tout ça sans le voir. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est comme la lettre volée, le fameux texte d'Edgar Poe. C'est-à-dire que cette lettre, elle est au regard de tous et personne ne la voit. Donc je crois qu'il en est de même du sexe dans les lieux saints. Alors regardons, parmi tous ceux que vous avez sélectionnés, vous nous dites au fond, dès qu'un tableau parle d'Œdipe, le mythe d'Œdipe, il faut bien regarder parce qu'il y a du sexe qui se cache quelque part. Hein. C'est le cas de ce tableau-là, le tableau d'Ingres. En bon élève de Freud, évidemment, le complexe d'Édipe, comme déterminant dans l'évolution et même dans l'orientation sexuelle de l'individu, c'est évidemment quelque chose qui ne peut pas être absent d'un tableau, aussi académique soit-il, comme celui-ci, qui recèle quand même pas mal de petits secrets dans les détails. Voilà. Et alors là, il y en a un en particulier, on va agrandir tout de suite, hein, il y a ce triangle, pour vous, qui est évident. Et pour moi, il est évident, c'est là que se cache le sexe féminin. C'est là que se cache, j'allais dire, le sexe de la mère. C'est-à-dire, puisque dès qu'on parle d'Édipe, évidemment, on parle évidemment de cet inceste et de sa punition. Donc, c'est évidemment, en regardant dans les détails, et ce triangle, une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus le quitter des yeux. Ah oui, on ne verra plus que ça. On ne verra plus que ça. Alors, vous dites également que quand on voit des vierges à l'enfant, aussi anciennes soient-elles, hein, même si elles datent de la Renaissance. Surtout, oui. Surtout. Là aussi, il faut voir où se cache le sexe. Alors, où se cache le sexe, à l'endroit du sexe de l'enfant. Hein, voilà, il ne se cache pas en tant qu'organe, puisqu'au fond, la Vierge même le désigne, ou même le touche, ou le caresse. Mais ce qui est formidable, c'est de nous montrer à quel point l'enfant Jésus, dans ces tableaux, est présenté comme tous les enfants du monde, c'est-à-dire comme un petit pervers polymorphe. Oui, là, on retrouve le psychanalyste. Voilà, je prends cette formule à Freud, elle est très vilaine d'ailleurs. Elle veut dire simplement que l'enfant jouit par tous les pores de sa peau et qu'au fond, cette jouissance, elle est induite par la mère, par les soins maternels, par les caresses, par la toilette, par l'amour que lui porte sa mère. Y compris quand sa mère, c'est la Vierge et quand l'enfant, c'est Jésus. Sa mère, c'est la Vierge, absolument. Et vous rappelez d'ailleurs que pendant très longtemps, pour désigner le sexe des garçons, quand ils étaient enfants, on disait « ton petit Jésus ». C'est incroyable, hein. Je ne sais pas si l'expression existe encore, mais ce petit Jésus qui est la partie du Christ qu'on ne peut montrer qu'enfant et qui disparaît ensuite dans tous les tableaux de crucifixion est quand même quelque chose qui doit être caché et montré encore. Est-ce qu'il disparaît vraiment? Regardez ce tableau que vous avez sélectionné, d'ailleurs Philippe Grimbert, cette crucifixion, parce que là aussi, hein, pour vous, le sexe se cache même dans les crucifixions. Alors si on regarde ce tableau de 1532, tableau de Van Heemskerk, le sexe du Christ est quand même assez présent. Hein. Le nom du peintre est imprononçable, de même que le sexe du Christ est immontrable d'une façon générale. Mais on voit bien à quel point la tentation du retour, du refoulé est là, et particulièrement dans ce tableau où cette partie absolument immontrable du Christ nous saute aux yeux, si je puis dire. Ah oui, oui, vraiment, il est quand même vraiment là. Hein. Alors, de même, vous êtes l'un des premiers à attirer l'attention dans les tableaux sur les bras. Vous dites que les bras ont une véritable fonction sexuelle dans les tableaux. Oui. Alors, on va regarder tout de suite des bras. Ces bras-là, par exemple. J'ai été saisi par le fait qu'en voyant une série de tableaux, je me suis aperçu que la position des bras était en effet extrêmement significative, soit de la pudeur, puisque les bras là, c'est la pudeur. cachent, alors soit en coquille sur le sexe, soit en berceau sur la poitrine, soit au contraire, dès qu'il s'élève au-dessus de la tête, il signifie de l'abandon. Alors bien sûr, une de ces odalisques du bain turc nous le montre, une autre aussi au fond aussi. Dès qu'on a les bras comme ça, là, c'est sexuel. C'est sexuel parce que, en effet, cette aisselle est une sorte de deuxième sexe. Pas celui de Simone de Beauvoir, mais non, le deuxième sexe. Le sexe. Et ce qui m'a intéressé aussi d'ailleurs dans ce tableau, qui est assez extraordinaire, c'est que j'ai la conviction que ce tableau représente la même femme sous tous les angles. Oui. C'est bien possible, en effet. Mais vous remarquerez que les sexes d'Ingres sont imberbes, de même que ses aisselles, absolument, au fond. Donc c'est véritablement un deuxième sexe, mais il n'est pas là pour remplacer celui qu'on ne voit pas. Il est en plus. Voilà, absolument. Et puis alors évidemment, il y a des hommes aussi à qui il arrive de relever les bras. C'est le cas de Saint-Sébastien, le fameux Saint-Sébastien bardé de flèches. Là, c'est celui de Guido Reni. Voilà, voilà. Et là, on a une qui a inspiré Mishima d'ailleurs. C'est une icône homosexuelle. C'est une icône homosexuelle, parce que cet abandon purement féminin, là, on le retrouve chez un homme, avec évidemment la métaphore des flèches phalliques qui viennent quasiment à l'endroit du deuxième sexe dont nous parlions tout à l'heure. Et vous pensez qu'à l'époque, en 1532, c'était déjà une icône homosexuelle? C'est toute la question de l'intention inconsciente du peintre. Je pense qu'en effet, quand un peintre élabore un tableau, il n'a pas
présent à l'esprit le message qu'il va délivrer. Quelque chose lui échappe, qui est sa propre homosexualité probablement, et qui nous livre là de façon quasi inconsciente. Alors de même, Philippe Grimbert, vous dites qu'il faut faire attention aux rideaux et aux draps dans les tableaux. Par exemple, dans le verrou de Fragonard, célèbre tableau, on regarde tous le verrou que le jeune homme est en train de fermer et on ne regarde pas les draps et les rideaux qui sont à gauche. De même, Rolla de Gervex en 1878, il faut regarder les draps. Regardez ce désordre. Et le désordre des draps, évidemment, nous renvoie au désordre, à un autre désordre, le désordre amoureux. Et c'est une magnifique métonymie, c'est-à-dire la partie pour le tout. C'est-à-dire que ce sont les draps qui nous disent l'étreinte qui a eu lieu sur ce lit. Et c'est d'autant plus fort. Et c'est pour ça que ces tableaux, d'ailleurs, nous parlent à ce point, parce que nous entendons ce message subliminal. Et nous le voyons également. Le sommeil de Courbet, magnifique tableau, on voit deux femmes enlacées, nues, on n'a aucun doute sur ce qui s'est passé entre elles. Voilà. Et pourtant, il faut regarder les draps. Courbet nous donne un détail supplémentaire, à la fois dans le désordre des draps, mais également dans une main qui vient comme ça s'égarer dans une splendeur rosée, qui évidemment est le sexe de l'ami, encore une fois métaphorique cette fois. Oui, c'est ça. Il y a quand même toujours quelque chose de caché qui nous dit. Alors évidemment, Sainte-Agathe, célèbre tableau de Sébastien del Piombo, on est en 1520. Pour vous, c'est sexuel? Oui, parce que c'est là où, en effet, un tableau nous arrache les yeux, de la même façon que ces tenailles vont arracher les seins de Sainte-Agathe. Et ces tableaux nous convient à devenir les complices d'un supplice. Et peut-être nous réactive en nous cette jouissance morbide qui animait tous les spectateurs des supplices publics ou des décollations en place publique qui avaient lieu autrefois. Nous voilà, et c'est la grâce et, j'allais dire, la perfidie aussi de la peinture, que de nous placer à un endroit où nous ne souhaitons pas être, mais où inconsciemment nous y trouvons notre jouissance quand même. Et nous voilà les spectateurs du supplice. La mort de Sardanapale, Delacroix. C'est une orgie. 1827, une vraie orgie. Hein. C'est une orgie où la mort est présente. J'allais dire depuis l'origine, j'évoque dans mon livre La grotte de Lascaux, où on voit au fond un homme en érection face à un auroch qui est en train de mourir. Au fond, la jouissance, le sexe et la mort sont là tout de suite, dès le début, dès la première peinture que l'humanité a produite. Et là, nous y sommes entièrement. La mort de Sardanapale et la jouissance et le sexe à outrance dans cette orgie incroyable. Celui-là, vous deviez le voir au Louvre, celui-là. Voilà, absolument. Et on en revient. Il est énorme. Et où qu'on le regarde, effectivement, on voit du sexe. On en revient bouleversé parce que c'est une orgie à la fois de couleurs, de formes et de sexe. Alors après, quand on arrive au XXe siècle, on voit bien que tout devient plus explicite, on cache moins. Tableau de Magritte, d'ailleurs intitulé Le viol, il date de 1945. Là, est-ce qu'on cache encore quelque chose? On cache peut-être le fait que le regard d'un homme sur le visage d'une femme a quelque chose d'un viol parfois. Parce qu'en effet, ce visage est une promesse du corps qu'il annonce. Donc c'est peut-être ça qu'il cache. Mais le fait qu'on montre davantage aujourd'hui n'est pas forcément une bonne chose. Il est vrai que c'est à l'évidence, et je m'en suis aperçu en cherchant et en faisant le travail sur ces tableaux, que le sexe suggéré m'inspirait bien davantage que le sexe montré. Mais parfois, on ne sait pas exactement ce qu'on en montre. Exemple, le tableau de Clovis Trouille intitulé Justine. Oui. Justine, on sait que c'est l'héroïne du Marquis de Sade. On est en 1937. Tableau très moderne. Hein. Là, qu'est-ce qu'on nous montre et qu'est-ce qu'on nous cache? On nous montre ce qu'est le fétichisme au sens le plus freudien du terme. C'est-à-dire que si l'on en croit Freud, le fétiche, et là on est quelque chose, on est dans ce registre-là, c'est ce qui vient pour certains hommes suppléer au manque de pénis chez la femme. D'ailleurs, vous remarquerez que le pénis, il est partout ailleurs. Il est caché, évidemment, avec cette main sur le sexe de la femme, mais elle est attachée à un pénis. Il y a un pénis qui attache le lion également. Ils sont partout. Et je pense qu'à sa façon, et ils sont absents aussi sur les écorchés qu'on voit derrière, au mur, derrière. Donc, il y a évidemment une illustration formidable qui nous parle, parce que cette question du fétichisme, elle touche tous les hommes. Peut-être un peu moins les femmes, mais tous les hommes. Et la zoophilie, ça touche tout le monde, et surtout les femmes, puisque aussi bien Rubens, là on voit Leda et le cygne, on se rappelle que... C'est une scène zoophile absolue. Leda, c'est le cygne, c'est Zeus qui s'est métamorphosé en cygne pour pouvoir approcher Leda, et là le contact est évident, il y a un aspect charnel. Alors là, on voit aussi chez Hokusai. Oui, mais on a véritablement chez Rubens un fantasme, j'allais dire, féminin,
Et chez Hokusai, plutôt un fantasme masculin. Hokusai, c'est le rêve de la femme du pêcheur. Hein. Oui, mais c'est sûrement le rêve du pêcheur aussi, parce que être soi-même une pieuvre et pouvoir posséder une femme avec 8 bras, c'est quand même un fantasme. On peut imaginer que la femme elle-même y trouve son compte. Les deux, donc. Tout, Hokusai l'a représenté. Qu'un fantasme puisse satisfaire les deux, c'est formidable. Oui, c'est pas plus mal, effectivement. Le coquillage de Tamara de Lempicka, 1948, vous dites c'est un équivalent à l'origine du monde de Courbet. Dès qu'on dit l'origine du monde et qu'on regarde ce tableau, effectivement, on voit, et je pense que là, Tamara de Lempicka n'était pas dupe de ce qu'elle a fait, un sexe féminin, bien évidemment. Mais il est présenté dans un écrin, c'est une magnifique métaphore. Et de la même manière, le Mangeur d'hommes de Roland Topor en 1978. Alors celui-là illustre une question qui touche tous les hommes aussi, c'est-à-dire la façon dont le sexe nous échappe. C'est-à-dire que, comme disait Brassens, la vendaison, ça ne se commande pas, papa, disait Brassens. Et c'est évidemment lui aussi dans sa chanson, il disait ce que dit ce tableau, c'est-à-dire quelque chose qui peut être menaçant pour l'homme, son propre sexe. Alors, quoi qu'il en soit, et de finir avec Topor, ça montre qu'on n'a plus besoin de métaphores ni de métonymie depuis le XXe siècle. Alors, comment encore cacher quelque chose ou révéler quelque chose de tout ce qui est déjà montré? Parce qu'au fond, tout est dans le cinéma, tout est à la télévision, tout est sur Internet. Oui, mais si vous voulez, je crois quand même que ce que je disais sur la peinture des origines de l'humanité, celle de la grotte de Lascaux, la mort, le sexe, sont deux questions qui hanteront toujours l'homme. Et quelle que soit la façon de les circonscrire, de tenter de les représenter, il restera toujours un au-delà, quelque chose qui nous échappera toujours. Avant de nous intéresser aux extraterrestres, c'est avec les extraterrestres qu'on va finir cette émission, je voudrais vous montrer un extrait. Alors pour moi, c'est une des scènes les plus érotiques de l'histoire du cinéma. Sans doute parce qu'elle ne montre pas directement du sexe. Parce qu'il y a enfin une métaphore, là où on n'en aurait plus besoin, tout à coup, dans ce film, Tampopo, film japonais, grand film japonais, on a créé une nouvelle métaphore, elle n'était pas dans la peinture, et on va comprendre pourquoi. J'ai hâte de la voir. En le regardant tout de suite. Voilà, c'est un des, pour moi, vraiment une des scènes les plus érotiques de l'histoire du cinéma, c'est Tampopo, ça date des années 80. Fabrice Canepa, c'est avec vous que je vais terminer cette émission. Vous êtes l'auteur de Alien, 70 ans de culture et de contre-culture. C'est un livre très illustré sur nos rapports avec les extraterrestres, sur le pouvoir de fascination qu'ils exercent sur nous, en attendant peut-être un jour de prendre carrément le pouvoir sur la planète, si tant est qu'ils existent. C'est une question sur laquelle vous ne vous prononcez pas. Hein. Qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, nous avons des rapports avec eux. C'est ça. Les rapports que nous avons avec eux sont d'autant plus intéressants qu'on ne répond pas à la question, je dirais. Voilà, exactement. Alors pourquoi 70 ans? Parce qu'il y a 70 ans, en juin 47, il y a eu le premier témoin. Oui, il y a le premier témoin. Il y a Kenneth Arnold, qui est un aviateur, un homme d'affaires, un aviateur, qui, lors d'un vol dans l'ouest des États-Unis, va apercevoir ce qui va être surnommé les premières soucoupes volantes. En fait, il voit des objets étranges se déplacer à très grande vitesse aux alentours du Mont Rainier. Et ces objets
qu'il n'arrive pas à identifier, dont il ne sait rien, dont il ne comprend rien, car on est encore avant le premier vol supersonique. Et il se déplace beaucoup trop vite. Et voilà, il va faire part de ses doutes, de ses questions à un journaliste. Et le mot soucoupe volante ? Et justement, ce journaliste va inventer ce mot parce que Kenneth Arnold dit que les objets se déplaçaient comme une soucoupe qui rebondirait à la surface de l'eau. Alors c'est un peu long, donc pour condenser la chose, le journaliste appelle ça des soucoupes volantes et c'est un terme qui marchera très bien. Oui, puisque cet été-là, à la suite de ces déclarations, c'est l'été des soucoupes volantes. Tout le monde aux États-Unis se met à avoir des soucoupes volantes. C'est d'ailleurs là qu'il y aura le début de l'affaire Roswell, dont on reparlera un peu plus tard. Hein. Mais c'est l'été où tout le monde voit des soucoupes volantes. Tout le monde voit des soucoupes, pas que des soucoupes. Les gens voient des lumières dans le ciel, voient des soucoupes, il y a beaucoup de phénomènes, en tout cas. En fait, la littérature avait un peu préparé le terrain, puisque évidemment, on se souvient de la guerre des mondes, 1898, H.G. Wells raconte l'invasion de l'Angleterre par les Martiens. Mais avant cela, vous vous faites remonter à Jules Verne, 1886, Robur le Conquérant. Pourquoi Robur le Conquérant ? Il n'y a pas encore d'extraterrestres, mais qu'est-ce qu'il y a là ? Il n'y a pas à proprement parler d'extraterrestres, mais on a déjà la figure d'une menace venue du ciel, d'une menace capable de frapper, de s'abattre n'importe où. Notamment sur Paris à l'époque. Hein, notamment sur Paris. Et d'ailleurs déjà, à la fin des années 1890, alors peut-être après la guerre des mondes, déjà on commence à voir des ovnis aux États-Unis. Hein. On commence à voir ce qu'on n'appelle pas encore des ovnis, mais effectivement des dirigeables mystérieux qu'on aperçoit dans le ciel américain en 1897. Et puis on continuera comme ça, de façon un peu perlée, à voir des choses étranges dans le ciel. On verra des Foo Fighters pendant la Seconde Guerre mondiale, d'étranges lumières. Alors, entre-temps, il y a eu les Amazing Stories. La bande dessinée a joué son rôle aussi pour populariser l'idée de l'extraterrestre. Alors, entre-temps, effectivement, il y a eu la littérature pulp s'est emparée de la possibilité de ces extraterrestres pour écrire tout un tas de choses et parler de cette vie qui pourrait exister ailleurs, de ces extraterrestres qui pourraient nous envahir ou convoiter. Donc, il y a effectivement tout un imaginaire qui est déjà présent bien avant 47 et qui ne demande qu'à s'activer. Et qui va s'activer après 47. Dans votre livre, vous montrez les premières photos d'objets volants non identifiés, des soucoupes à ce moment-là. Alors on en voit, oui, on voit. C'est dès les années 50. Hein, elles arrivent. Très vite. Très vite, c'est l'enjeu majeur. Comment prouver qu'il y a bien quelque chose, qu'il y a bien des soucoupes volantes. Donc l'enjeu est la photographie qui apparaît comme étant la preuve qui nous permettrait d'accéder enfin à la démonstration de l'existence de ces soucoupes. En réalité, c'est un peu plus compliqué. On verra que les photographies qui seront prises tout au long du siècle ne prouveront pas grand-chose, puisque tout dépend du témoignage premier. De savoir oui, parce que quand on les voit, on se dit quand même, elles sont là. Alors aujourd'hui, on sait bien qu'on peut truquer très facilement. À l'époque, c'était quand même un petit peu plus compliqué. C'était plus compliqué. Forcément, on est obligé de les regarder attentivement, ces photos. Hein. Et elles ont été regardées très attentivement. Elles ont fait l'objet de nombreuses expertises. Et en réalité, là où on s'aperçoit de la limite de la chose, c'est qu'aucune de ces expertises n'est fondamentalement concluante. On ne peut pas dire qu'il s'agit de trucage. On peut pas dire, pour la plupart, certaines. Donc on s'en tient à celui qui les a prises. Et on s'en tient à la question de qui les a prises et pourquoi les a-t-il présentées au public. Alors comment réagit l'État américain ? Parce que forcément, à partir du moment où on commence à voir beaucoup de soucoupes volantes, les pilotes, l'armée et la police se retrouvent en première ligne. Quelle stratégie opérer à ce moment-là ? Il faut se remettre dans le contexte. On est en pleine guerre froide. Il y a l'idée que à tout moment, les Russes peuvent lancer une attaque sur le sol américain. Et donc, ce qu'on l'envoie, ça peut être aussi des Russes. Et la première hypothèse, effectivement, c'est que ce ne sont pas forcément des extraterrestres. Ce sont peut-être des armes secrètes développées par les Russes. On se souvient des armes secrètes qui ont été développées par les savants nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on a très peur qu'il y ait des choses un peu équivalentes. Donc, effectivement, l'armée va très vite s'emparer du sujet. Accessoirement, il ne fait jamais bon pour une armée de savoir que son ciel n'est pas contrôlé. Donc, il y a un projet qui va se monter, enfin une série de projets qui vont se monter pour étudier la question très sérieusement. Et a priori, ils attestent l'existence, la possibilité pour les extraterrestres d'exister, ou au contraire, leur job, c'est de dire non, il y a une explication. Alors au début, ils sont très inquiets. Donc ils analysent le phénomène pendant 47 à 53 très sérieusement. Et le consensus qui se dégage au sein de la petite équipe qui est chargée d'étudier le phénomène, c'est que oui, il y a bien des objets volants non identifiés, que oui, les soucoupes volantes existent. Évidemment, ça ne plaît pas du tout à l'état-major américain qui fait enterrer le rapport et qui va
lancé une nouvelle politique, qui est une politique qu'on appelle de debunking, c'est-à-dire qu'on va, au contraire, essayer de rassurer tout le monde en expliquant que non, il n'y a pas d'OVNI. C'est pas forcément de la manipulation ou du cynisme. C'est ce qu'on dira pourtant plus tard. Hein, oui, c'est ce qu'on dira par la suite. Mais sur le coup, il s'agit juste de protéger de la panique collective, parce qu'en l'été 47, c'est une véritable panique. Il y a d'ailleurs un mort. Hein. Vous montrez sa photo dans le livre, on va le voir tout de suite. C'est le premier mort officiel contre les extraterrestres. C'est un pilote. Et effectivement, c'est un pilote qui est envoyé à la poursuite d'un de ces fameux extraterrestres, enfin de ces fameux ovnis, objets volants non identifiés, de soucoupes volantes qu'on appelle à l'époque. Et il va malheureusement mourir. Alors, l'explication la plus probable, c'est que son avion a percuté un ballon expérimental et que ça a causé la chute de son appareil. En réalité, on ne sait pas vraiment. Ça donnera lieu à toutes les interprétations, comme on peut l'imaginer. Et c'est effectivement la première victime officielle des ovnis. Alors évidemment, Hollywood va s'en occuper désormais de ces extraterrestres. 51, d'après ce que vous dites. Là, vraiment, c'est la sortie de plein de films. C'est l'année, oui. La chose d'un autre monde, Le jour où la Terre s'arrêta, L'aube de la planète X. À l'époque, c'est drôle, en les voyant, les extraterrestres sont encore des humanoïdes. Hein. Ils nous ressemblent beaucoup. Ils le sont, et finalement, ils le restent un petit peu. On a beau les avoir rétrécis, les yeux ont augmenté. On a quand même toujours cette idée que l'extraterrestre est un humanoïde. Pour plusieurs raisons, probablement parce qu'on se projette plus facilement vers cette forme de vie, parce qu'on se l'explique plus facilement, parce qu'on se met en relation plus facilement avec elle, et effectivement parce que, ne nous le cachons pas, ça coûte beaucoup moins cher en effets spéciaux pour Hollywood. Et voir, au pire de la guerre froide, il y a l'invasion des profanateurs de sépultures, où là, il est ouvertement dit, c'est une fable sur le communisme. Alors, les extraterrestres nous remplacent les uns après les autres. En fait, ce sont des communistes... Il y a deux façons de lire le film, ceci étant. Oui, c'est probablement, ça a un rapport avec le communisme, c'est évident. Il y a effectivement la lecture qui dirait que le remplacement, ce sont des gens, enfin des communistes en fait, qui gangrènent la société américaine. Il y a aussi une lecture qui serait une lecture un peu inverse, qui serait de dire la réaction macartiste contre le communisme qui veut que tout le monde soit au contraire anticommuniste et dans la normalité américaine. Ce sont les fameux remplacements, parce qu'effectivement, ce sont des extraterrestres qui cherchent à apaiser les conflits, à éviter qu'il y ait des différences, parce que tout le monde soit uni. Donc il y a deux lectures du film. 1966, c'est une date clé, parce que c'est le premier enlèvement. Les époux Hill racontent qu'ils ont été enlevés par les extraterrestres sur une route du New Hampshire. Là, c'est le contact. Alors, effectivement, ce qui va se passer avec les époux Hill, c'est que pour la première fois, on passe de ce qu'on appelle la rencontre du troisième type, c'est-à-dire la rencontre avec un extraterrestre, à la rencontre du quatrième type, c'est-à-dire un enlèvement par des extraterrestres. Dans le cas des époux Hill, c'est une histoire passionnante parce qu'elle va poser tous les jalons de ces enlèvements d'extraterrestres qui seront attestés par la suite. Le fait que c'était un couple mixte, dans une Amérique encore profondément raciste et ségrégationniste, ça a dû jouer, forcément. Il est évident que si on a une explication et une vision psychologisante des extraterrestres, la tension qui devait être ressentie par ce couple peut expliquer un certain nombre de cauchemars qui ont été faits par les époux. C'est une analyse. En l'occurrence, c'est prendre parti dans un débat. Ce que vous ne voulez pas faire. Je ne veux surtout pas. Les envahisseurs envahissent la télévision à partir de 1967. C'est David Vincent, c'est les envahisseurs qui vont faire beaucoup pour populariser l'idée des extraterrestres, qu'ils sont déjà là, qu'ils nous ressemblent, qu'on les reconnaît à leurs petits doigts uniquement. C'est intéressant parce que cette série va aussi, de façon plus subliminale peut-être, mais poser les jalons d'une vision un peu décadentiste de l'Amérique, de cette Amérique qui est en train de perdre ses emplois, qui est en train de désespérer. Et les paysages et les décors que traverse David Vincent sont assez révélateurs d'une Amérique qui est en proie au doute. Et qui va perdre la guerre du Vietnam. Qui va perdre la guerre du Vietnam. Il y a déjà dans cette série tout un certain nombre de choses qui commencent à être en jachère. Il y a notamment l'idée aussi qu'il y a une conspiration. C'est finalement l'idée que ces extraterrestres montent une espèce de grande conspiration pour prendre le pouvoir. Alors,
le cinéma va se réemparer des extraterrestres avec Steven Spielberg, ses rencontres du troisième type en 1977. Et puis après, il va y avoir Alien en 79. Là, ils sont un peu moins, ils nous ressemblent un peu moins, les extraterrestres. Et puis alors, carrément, avec Alien, là, ils deviennent particulièrement terrorisants. Là, c'est l'hostilité totale. Hein. C'est ça. C'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on a deux films qui paraissent respectivement en 77-79. Il y en a un qui fait une espèce de point assez ufologique sur la question de l'extraterrestre. Spielberg fait un travail qui est, de son point de vue, parce que lui est ufologue, lui croit, il croit aux extraterrestres. À cette époque, en tout cas, croit à ce qu'on appelle l'hypothèse Tollet-Boulon, c'est-à-dire l'existence d'extraterrestres qui viendraient dans des soucoupes volantes des vaisseaux spatiaux. Donc lui fait un point un petit peu de la question à sa façon. Et puis il y a effectivement Alien qui à la fois est de la fiction, de la fantaisie totale, mais qui à côté de ça va commencer à placer les jalons du fait que, eh bien, s'ils existaient, ils nous ressembleraient peut-être pas autant qu'on aime à le croire. Alors, du côté de la France, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. On a l'impression que ça se passe toujours aux États-Unis parce que les films, notamment qui ont besoin de beaucoup d'argent, sont plutôt des films américains qui nous racontent l'arrivée des extraterrestres. Or, vous vous rappelez qu'en 77, l'État français a créé le groupe d'études des phénomènes spatiaux non identifiés, le GEPAN, à une époque où nous aussi, on voyait des soucoupes volantes comme les autres, hein, on le voit dans la presse. Et c'est très amusant puisqu'en 78, son patron fait une déclaration fracassante. Hein. Il nous dit que quand même 38%, c'est vraiment des objets qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Quoi. Il y a une tradition française comme ça qui remonte loin, qui remonte à 54. À 54, il y a une véritable vague un peu similaire à celle de 47. Elle va même plus loin que celle de 47 parce que dès 54, en France, on a des rencontres du troisième type qui sont attestées. Donc il y a vraiment... Et puis dès les années 60, le magazine Planète va s'intéresser... Louis Powell, c'est Jacques Bergier, bien entendu. Va s'intéresser... verra les extraterrestres grâce à Jacques Bergier dans 714 vols pour Sydney. Qu'est-ce qui lui arrive au patron du GEPAN après avoir fait sa déclaration? On lui fera comprendre gentiment que peut-être il ne faut pas insister et il trouvera un nouveau poste. Oui, on l'a mis en congé sabbatique. C'est ce qui fait que dans les années 80, il y a le retour de l'affaire Roswell. Et là, véritablement, on installe l'idée du complotisme, qu'on fait tout pour nous cacher que les extraterrestres sont là, qu'ils ont débarqué. Ce qui va se traduire ensuite par X-Files, la fameuse série américaine. Et puis de façon plus humoristique, avec les Men in Black en 97, qui eux attestent tout en disant que, bah oui, les seuls journaux qui disent la vérité, au fond, c'est ceux qu'on prenait pour des journaux humoristiques. Non, là, effectivement, il y a quelque chose qui joue dans les années 80 et 90, mais dès le début des années 80, où il y a brusquement un changement de ton radical. Il y a toute une partie de l'ufologie qui va comme ça se radicaliser, devenir conspirationniste, va partir du principe que si les extraterrestres n'ont pas atterri, parce que pendant toutes les années 50, 60 même, on se dit, bon, ils vont finir par prendre contact, ils vont finir par atterrir. Et le fait qu'ils ne prennent pas contact, qu'ils n'atterrissent pas, va pousser certains à dire, mais en fait, ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait en secret. Ou on nous le cache. On nous le cache. Ouais. Et effectivement, il y a toute cette frange de l'ufologie conspirationniste qui est effectivement illustrée par X-Files, je dirais. Aujourd'hui, on en est où de nos rapports avec les extraterrestres? Ils sont toujours aussi compliqués, ils sont toujours aussi riches, ils sont toujours aussi plein d'enseignements. Il y a toujours une frange de l'ufologie conspirationniste pure et dure, qui, comme on peut le voir, et Internet s'est fait une chambre d'écho extraordinaire pour les théories les plus folles. Il y a toujours des gens qui étudient le phénomène OVNI, je dirais, de façon presque scientifique. On n'en fait plus les grandes couvertures des journaux comme on le faisait hier encore. Hein. Non, mais il faut jamais dire jamais avec les OVNI. Hein. Périodiquement, je serais prêt à parier que d'ici quelques temps, on aura droit à une vague, peut-être. Ils seront de retour. Merci Fabrice d'avoir terminé cette émission avec moi. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur France 2 et on se retrouve le 8 mars.